comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mon vieux cinéma muet. Un film avec toi, comme Hollywood en fait pas. Lumière tamisée, flou artistique. C'est la dernière image du film. Cinéma, cinéma, on se fait tous du cinéma. Comme au cinéma. Closer, Technicolor. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. Est-ce que vous avez déjà eu recours au service d'une prostituée? Question auxquelles je dois répondre. Oui, de préférence. Ouais, ça m'est arrivé. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Instant Critique avec la Dream Team, forcément toujours les mêmes, à savoir Quentin et Sohael et moi-même Christophe. Et donc c'est parti là pour un nouveau podcast dans lequel on va parler du thème des distributions alternatives des films, hein, tout ce qui est direct to DVD, VOD, tout ce qui est en marge de la distribution classique cinéma. On va partir sans plus tarder avec le petit tour de table habituel. Donc les amis, ça va? Ça roule. Quoi de neuf chez vous là, Quentin? Qu'est-ce qui se passe de beau? Moi, je m'adapte au cinéma de Montréal et de leur programmation un peu à chier. Parce que... Bah oui, t'es au Québec, mon gars. Attends, soit tu vas voir des trucs québécois, voilà, tu t'en branles un peu. Tu vas voir des films français qui sont sortis il y a 6 mois en France. Là, les mecs, ils sont en train de se pignoler sur Yves Saint Laurent avec Pierre Ninet. Pierre Ninet. Ou alors, bah, les blockbusters. Voilà. Ouais, t'as des ciné indépendants quand même, un peu, ou... Il y a des cinémas indépendants il y a des cinémas indépendants, mais ils passent beaucoup de trucs québécois en fait, les indés. Et ouais. Donc les films US indés sont chauds à trouver. D'accord. Voilà, c'est ma petite galère en ce moment. D'accord. Donc s'il y a des gens sur Montréal qui ont des super ciné à m'indiquer, hein, n'hésitez pas. Voilà, qui fasse je prends. Sachant qu'on est mondialement écouté avec des millions d'auditeurs, tu vas avoir des trucs phénoménaux. Des milliards. Sohael. Ouais. Bah, attends, j'ai pas fini. Le mec, il me coupe l'herbe sous le pied. Non, mais j'essaye de booster le truc parce que tu nous mets des blancs de 6 secondes. Alors je crois que c'est fini à chaque fois. Donc vas-y, enchaîne. Parce que je pensais que vous allez réagir. Bah alors oui, sinon je me suis ouvert un compte sur Sens Critique pour parler de ceux qui ne rentrent pas dans la case cinéma. Donc si ça intéresse des gens, pareil. Et puis voilà, sinon j'ai fait un petit voyage USA-Canada. Ah, donne-le ton truc Sens Critique. C'est clair. Sens Critique, ça doit être Quentin Dumas. Ouais, mais bon. Un truc de recherche. Tu dois me trouver. Hein. Bon, d'accord. Non, je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait une adresse particulière. Bon, ouais, écoute, allez, suis sur Sens Critique, voilà. Oui, c'est Sens Critique, voilà. Et sinon, donc, je reviens de mon petit voyage USA-Canada, j'ai fait une petite sélection de photos, les best photos. Je les ai mis sur quentindumas.com si vous voulez aller les voir. Voilà. Qui sont très belles d'ailleurs. Ça donne envie de bouger un peu. Alors, toi, Sohael, quoi de neuf? Bah moi ça va aussi, très bien, je suis au Canada aussi, mais de l'autre côté, donc moi c'est de la partie anglophone, donc il n'y a pas de problème, trouver les blockbusters, les films américains indés, tout ça. Les films québécois, eux, on les voit pas, mais c'est pas grave. Et puis, pas eu forcément le temps d'aller au ciné, mais hier j'ai quand même donné de ma personne pour préparer ce podcast, vu que j'ai regardé un super film dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, on va garder le suspense de cette magnifique œuvre d'art un peu plus tard. Et toi Chris, ça roule? Gardons-le. Moi ça va, donc moi un été très chargé, un été où j'ai pas levé la tête, un été de tous les records. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Cérémonie protocolaire, remise des médailles. Il y a le clip pour l'usine qui est sorti avec le sang, donc artérial chez Ghostly, j'ai encore eu une staff pick, donc c'était ma 5e, donc je suis ultra ravi. On est à peu près dans les 120 000 vues, donc tout le monde est assez content. Wow. Le clip a bien tourné, des articles sur Stereogum et tout ça. Donc on est content, on souffle aussi. Et je viens de terminer, là en 15 jours, j'ai dû terminer un habillage de pub pour une télé belge, Medialan. C'est un peu le TF1 de la Belgique, donc j'ai été contacté par Gédéon pour faire ça. Donc une grosse boîte d'audiovisuel, donc je suis un peu ravi. D'où les cernes, j'ai plus des cernes, j'ai des crevasses quoi. Mais je suis content, voilà, je me plains pas, c'est cool quoi. Donc voilà. Pas mal de créations audiovisuelles, pas mal de films, pas mal de merde, beaucoup de merde. Et donc petit coucou à nos amis de
Any Given Films, Thibaut Turcas, si tu nous entends. Thibaut Turcas. C'est la dédicace où il a cerclé un peu les réalisateurs de clips qui passaient au film avec Jonathan Glazer et Under the Skin. Donc il les a un petit peu taillés hein, quand même. Donc je me suis dit, il nous taille. Ouais. J'ai regardé. En même temps, j'ai vu Under the Skin. Eh bien, je l'ai regardé également pour j'ai me souffert. venger en me disant, je vais regarder Under the Skin. Il doit se tromper parce que même si c'est un truc espèce de provoque pseudo-racoleur, il doit quand même y avoir des beaux trucs. Eh bien, mea culpa, c'est une merde soporifique, quoi. Un truc prétentieusement indigeste au possible, fadasse, sale. Il y a aucun, ça vient d'un clipper. Il y a même pas une brillance visuelle. Je lui mettrais 2 sur 10 pour la seule brillance visuelle qu'il y a, hein, une séquence onirique qui malheureusement revient 4 fois dans le film, donc aucun intérêt. Voilà, ouais, quand c'est, voilà. Aucun intérêt. Non, Et mais le deuxième point que je lui donnerais, c'est parce que c'est pour un élément qui m'a enlevé de ma torpeur, hein, donc c'est à la fin du film, c'est pendant 30 secondes à travers une radio qui grésille, on entend un pur morceau des années 80. Alors musique! Ah putain, non mais ça c'était une torture, hein, Under the Skin. Il t'entend plus, il est parti. Il chante, ok. Il est parti dans cette vie. Donc voilà, hein, voilà, non, mais je n'étais pas parti plus que ça, mais en même temps, voilà, c'est le seul truc bien de ce film, mais ça grésille à travers une radio, donc c'est un peu triste. Mais voilà, donc une merde. Une merde, donc voilà, Ok. voilà pour mon intro. Donc voilà, c'est la tristesse un peu, mais bon, on fait avec. Hein. Bah oui, il faut bien. Bah, il faut, hein, pas le choix. C'est ça, c'est ça. Mais je le recommande absolument personne. Donc on va passer tout de suite avec les news. Alors, salut les PD, me revoilà. Oh putain, Alors, non. te voilà, toi, ça fait longtemps. Vous êtes pas content de me voir? On est ravis. Ouais, qu'est-ce que tu viens foutre là? Ah bah écoutez, vous avez bien fait de la merde pendant que j'étais pas là quand même. Il y a eu tout n'importe quoi là. Ah non, tu rigoles. On a, Non, on a failli mourir surtout. on a failli mourir la dernière fois. Hein. On a plus de local là. Attendez, vous ramenez un robot, vous ramenez Robocop là, qui est tout maquillé en rose. Il était bien, C'est Robocop. quoi ce délire? Il était bien, il était gentil. Ah bah après, il y a un téléphone qui a fait les news. Vous vous foutez de moi? Et après, il y a eu un sniper. Ah, le sniper, Vous êtes Bah, violents. c'était chaud. On squatte dans une cave là maintenant. Le sniper, c'est pas nous qui l'avons choisi, hein, c'est lui qui nous a choisi. Ouais, j'ai bien vu, vous étiez dans la cave, je suis descendu. Quand il m'a dit, le podcast, on le fait plus en haut et tout, maintenant c'est trop chaud. Mais voilà, bah, je suis descendu, mais... Ouais, c'est chaud. Chaud, Bon, quoi. écoute, tu crois que Tu une nous minute- as amené des news au J'ai moins. amené un petit peu de plus-value, là, dans ce podcast, dans ces news. Ouais, parce que Donc forcément, on va parler de la news la plus importante du mois, même de l'année. Le trailer du Hobbit 3. Avec mon petit Peter. Ça vous plaît pas, le Hobbit? Bah, ouais. je sais pas, dommage que Quentin soit pas là, quoi, parce que... Il aime bien Oui, ça, t'aurais lui, soutenu, quoi. les trolls, les nains, les elfes, c'est son kiff. Bah oui, bon après, moi je suis quand même un petit peu vénère contre Peter. Hein. Genre, le film, ça s'appelle le Hobbit à la base. Mhm. Là, il fait un truc, il parle des nains. Mhm. Après, il fait un 2, il parle des elfes et d'un dragon. Et normalement, dans le 3, ça devait être centré sur ma gueule, quoi. Ça devait être moi la star, quoi. C'est le Hobbit, quoi. Et ben non, il Bah ouais. appelle ça la bataille des 5 armées. On s'en bat les couilles. D'accord. Alors du coup, t'as pas touché d'argent T'as pas- ouais, ou t'as comment pas- ça comment s'est ça passé marche, là? Bah si. Moi j'ai fait l'acteur studio, j'ai donné tout ce que j'avais et tout, machin. Et il s'en bat les couilles, Peter, il préfère faire des combats. Ah, c'est une question d'ego, quoi. T'as le melon, t'as la testasse. Ah ouais, te plains pas, tu Non, branles mais rien et moi, tu je touches suis de la thune. Je suis super humble, Christophe, tu me connais, quoi. Ah ouais, bah. Mais bon, c'est vrai que Peter ne me reconnaît pas à ma juste valeur, quoi. Voilà. Oh là là, Pourtant, on le a mec fait il a des pris le soirées melon. Hein. dans des backrooms et tout, ensemble. Voilà, Je ça peux c'est vous dire génial, que, c'est voilà. génial, c'est génial. Bon, écoute, Voilà. 2 minutes 30 de private joke, ça va là? On peut passer aux news peut-être? Non, t'as des trucs à nous raconter? Bon, j'avais une news, une vraie news quand même. C'est, vous voyez le film Monster de Gareth Edwards? Oui, très bon. Ouais. Et ben malheureusement, ils vont faire une suite. Oh, c'est pas lui qui l'a fait la suite. Ils vont faire une suite. C'est pas lui qui l'a fait la C'est pas lui suite. qui l'a fait. D'accord. C'est pas lui qui l'a fait, et j'ai vu le trailer. Eh ben, je peux vous dire que ça fait peur, hein. Bah ouais. Ça casse tout le concept du premier film, qui était de ne pas montrer Bah. les extraterrestres. T'as tout dit quand t'as dit que c'était un bon film et qu'il faisait une suite. Quand tu fais une suite à un bon film, en général, C'est de la pas merde. bon. Ouais, c'est vrai que c'est caca. Bon, bah voilà. Sinon, Quentin, il m'a dit de vous faire passer un petit message sur son fil rouge Tortue Ninja. On va pas s'apesantir dessus, ça y est, il a vu, c'est confirmé, c'est de la merde. normal. Voilà, qui marque le fil rouge. Bon, et ben voilà, je vous laisse la parole, les petits PD là.
D'accord. Si vous êtes mieux que moi. Donc moi j'ai quelques news, je peux enchaîner quelques news qui sont dans le thème de ce podcast, avec tout ce qui est VOD et compagnie. Bon, il y a une diffusion alternative. Donc j'ai repéré la sortie de Video Nasties, Draconium Days et également Adjust Your Tracking, qui sont deux documentaires sur l'histoire de la VHS depuis sa création jusqu'au circuit alternatif qui subsiste encore aujourd'hui. Donc voilà, ça va sortir, je me suis renseigné, ça a l'air très intéressant. Adjust Your Tracking se concentre sur des témoignages de plein de collectionneurs de cassettes vidéo. Donc c'est blindé d'anecdotes. Bon, le documentaire dans la forme, il est réalisé de façon un petit peu avec un habillage VHS, etc. Enfin, c'est un objet assez nostalgique et qui a l'air très informatif, assez sympa. Donc voilà, je vous recommande de... Un peu hipster sur les bords ou pas? Non, non, pour le coup pas du tout, non, c'est vraiment très hommage, on va pas demander à des hipsters ni quoi que ce soit, c'est des vrais gars qui font des vraies collections depuis qu'ils sont kids, qui squattaient dans des vidéoclubs et compagnie, rien à voir avec une quelconque mode de guignol qui se rase le crâne sur un côté de la tête. Et sinon, j'ai également noté alors quelque chose qui me réjouit, à la sortie, donc encore un produit VOD, du nouveau VHS 3 qui s'appellera donc VHS Viral. Donc il laisse peut-être sous-entendre une incrustation peut-être plus présente d'Internet, ce qu'il y avait déjà un petit peu dans le 2, avec les GoPro et ce genre de choses. Donc VHS, qui sont des très bons films de série B, un petit peu de cheapos horror. C'est vraiment des bonnes petites surprises, c'est vraiment très bien. Je crois que Swell, t'en avais vu quelques-uns et que t'avais pas trouvé ça forcément dégueulasse. Bah, non, c'était assez bien. Ce qui est bien, c'est que justement, comme c'est multi-segment, ça permet... Ouais, ça permet de pas s'ennuyer, puis ça permet de choisir ceux que tu préfères, et puis moi je les ai pas tous trouvés excellents, mais dans le général c'est bien. C'est ça, ouais. C'est pas prétentieux. C'est un recueil de nouvelles, mais vidéo, donc c'est bon. Ça manque de dragon, moi, à mon goût. Voilà, ah bah oui, là, il y en a pas trop. Retourne dans ta terre du milieu, toi. Il peut quand même y avoir quelques monstres, quand même. Bon. Je savais pas, mais je sais pas si t'as entendu ça, Chris, parce que je sais que tu kiffes à fond, mais Escape from New York, ils veulent faire un remake. Ah oui, moi j'ai vu ça. Ok. Je mets une toute petite parenthèse. Il y a un truc qui est inadmissible totalement, c'est que Carpenter n'a jamais été considéré comme un réel cinéaste, sauf un tout petit peu en France, quand les cahiers du cinéma dans les années 80 ont réussi à dire regardez, c'est pas que de la série B, il y a quelque chose de vraiment bien. Aux États-Unis, ça a été toujours considéré comme un clochard, on n'a jamais voulu lui donner de l'argent. Comme de la merde, que le pauvre vieux, il doit voir tous ces putains de films magnifiques se faire remaker, mais il doit se dire mais ils sont vraiment foutus de ma gueule, et voilà, c'est mon coup de gueule, c'est une honte. Réhabilitons John Carpenter, c'est un génie, voilà. Ah non, mais John, je l'ai vu dans les backrooms. John, il m'a confié quand même que il était bien content de récupérer son chèque et qu'il s'en battait les couilles maintenant. Ah bah forcément. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, qu'il pleure? Évidemment, qu'il se dit, le pauvre, il a l'article de la mort, il a déjà failli crever à l'époque de Escape from Los Angeles. C'est vrai, non, c'est vrai. Et le pauvre, il est là, il fait, bah oui, je prends ma thune, qu'est-ce que ça le ferait déprimer. Rends-toi compte, imagine-toi, toute ta vie, tu fais des œuvres, t'es considéré comme un moins que rien. T'approches de la mort, on remake tous tes trucs, en faisant de la merde avec. Bref, Swell. C'est triste. Et puis le mec est dégoûté par contre du cinéma, il a dit qu'il voulait plus jamais y retourner, enfin c'est fini, il fera plus jamais de film. Évidemment, le pauvre en même temps, vu ces derniers, bon je l'aime bien, mais vu ces derniers sont quand même catastrophiques. Et pour le remake d'Escape from New York, en plus, ils ont pris Charlie Hunnam. Si vous regardez la télé un peu, c'est le mec dans Sons of Anarchy qui roule des mécaniques sur une moto. Et apparemment, le mec, il va être bien overbooké vu qu'il va faire King Arthur. Bah, tu vas en voir pas mal du Charlie parce que il va faire King Arthur de Guy Ritchie, il va être dans Pacific Rim 2, il va être dans Escape from New York et dans pas mal d'autres trucs. Ouais, attends, Guy Ritchie quoi? Il va faire King Arthur, les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde avec des guns et du kung fu alors. Attendez, Guy Ritchie, c'est soit il fait un vrai film, soit il fait un vrai film où il se calme, ou soit il va nous faire un Sherlock avec le roi Arthur quoi. Wow. Ça va être un truc de foufou sûrement. Encore pas ça va être un Sherlock. Génial, j'ai tellement hâte, je vais vous dire, Sherlock Holmes, je crois que j'ai regardé le générique, je crois que je me rappelle d'une ou deux scènes, et c'est même pas que j'ai arrêté, c'est que je me suis endormi. Voilà, allez, continuons. Bon, news suivante, la ligne verte, vous vous souvenez, la belle prison, tout ça. Et ben, Quentin, dommage qu'il soit pas là.
La petite souris. Dommage que Quentin soit pas là parce qu'il a fait un petit voyage aux États-Unis. Il aurait dû s'arrêter dans l'Ohio parce que maintenant tu peux visiter la prison originale du truc. Et apparemment, ça a donné des idées à un mec qui voudrait faire la ligne verte 2. Alors, je sais pas ce qu'il veut faire, mais apparemment il a pitché ça à la Fox et c'est en pourparlers. Donc la ligne verte 2. Je vais mêler la Fox là parce que je vais copyrighter la ligne turquoise et puis je vais essayer de le revendre, tu vois. Ouais, donc Shawshank Redemption, peut-être numéro 2. Vu que ça venait d'un livre de Stephen King, je vois pas du tout. Non, Shawshank Redemption, c'est les évadés. Shawshank Redemption, c'est les évadés. Ouais, pardon. Le gars, il veut faire bien, il veut faire du name dropping, mais il se trouve, quoi. Non. Je cherchais le titre original, mais parce que dans ma news suivante, je voulais parler de Shawshank Redemption, mais c'est pas grave, c'était de la merde. Bah, en tout cas, allez visiter la prison si vous êtes en Ohio. On dira à Quentin qu'il faut qu'il y retourne. Et puis, si vous êtes à... Bah, lorsque tes news, elles représentent vraiment, totalement, quand même le manque d'originalité qu'on a à Hollywood en ce moment. C'était ça, mais c'est quand même le cas. Genre, pourquoi faire ça? Pourquoi pas un remake ou une suite? C'est pas mal quand même. C'est ça. Et surtout le fait on sent bien vraiment les studios qui veulent capitaliser sur un nom. En fait, ils veulent faire des franchises, ils veulent vendre des choses, ils veulent se dire, on va dire que c'est la suite de la ligne verte, comme ça on aura forcément des gens qui viendront. C'est quand même triste d'en arriver là, je trouve. Voilà. Et ouais. Et pour te remonter un peu le moral et pour te donner envie de venir me voir ici à Halifax, l'année dernière il est venu pour tourner un film, il revient cette année, l'année dernière je l'ai pas vu, cette année je vais le voir, Tom Selleck. Oh yeah. Magnum. Tom Selleck qui porte la moustache comme un vrai hobbit. Exactement, c'est un vrai hobbit. Et bah il va venir, l'année dernière il était juste à côté de là où je travaille, il revient là parce qu'il fait une série qui s'appelle Jesse Stone. C'est pareil, c'est du direct to DVD. Et c'est du lourd, et il le tourne ici, donc cette année, je vais tout faire pour aller le voir. Donc si vous êtes à Halifax... Autant dire qu'Halifax reçoit des invités très sélects. Oh Elle était belle, elle était pas préparée. Allez, allons-y. Et voilà, bah voilà, ça suffit pour moi. Moi je me casse. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Bah, allez, ciao, les te sens pas obligé de revenir, hein. Et nous voici de retour pour le gros morceau. Non, c'est pas le gros morceau. Pas encore. Débat, c'est pour là parler un petit peu de 3 films. Hein. Donc on a axé un petit peu sur la thématique des films disponibles en VOD, en direct ou DVD, en télévision, etc. Bref, tout ce qui ne sort pas au cinéma. Et Soel donc va ouvrir le bal avec un chef-d'œuvre, avec un film grandiose, grandiloquent, aux effets spéciaux incroyables. Soel, je te laisse t'annoncer. Je t'arrête tout de suite, pas un film, mais pour le prix de 1, je vous en donne 2. Sharknado 1 et Sharknado 2, le deuxième. Oh, c'est magique. Hurricane David is poised to be the first hurricane. It's a storm. That's what's driven them all up north. I've never seen so many up north so bold. It's barely even raining. It's flooding here. And not the plumbing, the ocean. You need to go home. I'm not going anywhere. Storm's coming and it's coming fast. Just can't sit back and watch this. Alors, Sharknado, si vous en avez pas entendu parler, je vais vous faire le pitch, parce qu'il faut comprendre l'histoire, c'est quand même un film avec une histoire, donc je vais vous pitcher le 1, puis après je vous pitch le 2, et puis après on parlera des deux films. Donc, pitch du numéro 1, il y a une tornade, mais la tornade elle est si forte qu'en fait les requins qui sont dans l'océan sont aspirés, et ça devient une Sharknado, donc une tornade avec des requins dedans. Donc les requins volent, et ils attaquent Los Angeles. Voilà, c'est le pitch. Merci. C'est quand même assez génialissime pour trouver. Exactement. Je vous fais le pitch du 2. Ok. Le pitch du 2, il y a une tornade, mais la tornade est si forte que les requins qui sont dans l'océan sont aspirés dans la tornade et donc ça devient une Sharknado. Attention, vous pourriez croire que c'est le même pitch, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le 1, c'est l'océan Pacifique, vu qu'on est à LA. Dans le 2, c'est l'océan Atlantique, vu qu'on est à New York. Voilà, je vous ai fait le pitch. Ah, la cata. Alors moi j'ai vu le 1, mais j'ai pas eu le courage de voir le 2. Alors moi j'ai vu les deux, quand même. J'ai sacrifié 3 heures totales, hein, parce que c'est 1h30 chacun. Ouais, t'as eu du courage, hein, quand même.
Alors, moi, tout de suite, j'ai peut-être envie, sachant que je n'ai pas vu le 2, de dire que le 2 est peut-être mieux étant New York, parce que une des catastrophes du 1, c'est d'avoir voulu faire ça dans un coin où il fait toujours beau et il pleut pas. Et je vais te laisser faire ta critique, mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est genre, bon, comment on fait style il pleut? Bah vas-y, on met de la post-production à taquet, ou on met des couleurs foncées dégueulasses. C'était fou. Bah oui, mais bon, c'était tourné en 18 jours, hein, le premier. Probablement 5 jours de post-prod ou un truc comme ça. Oh putain. Ça a été fait très très rapidement. Non, le 2, ça s'arrange pas. C'est à New York, oui, des fois il pleut, mais bon, on n'allait pas attendre qu'il pleuve, donc post-prod aussi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse tout le long. Il y a quand même un subplot, hein, j'ai oublié de le dire, puisque les deux acteurs principaux, dans le premier, c'est Ian Ziering. Pour ceux qui ont regardé Beverly Hills quand ils étaient jeunes, il y en a plus que ceux qui vont l'admettre, mais c'était Steve. C'était Steve de Beverly Hills. Le mec, il l'a seulement réalisé maintenant, quoi. Oh là là, man, tout le long du film, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai vu cette tête d'abruti? Je l'ai déjà vu. Et puis hier avec Quentin, je disais, mais lui, il est pas dans un U-Ball ou un truc comme ça. Putain, Beverly Hills, ben oui. Oh my god. Et sa femme, son ex-femme, c'est Tara Reid, qui est dans American Pie. Donc, c'est son ex-femme dans le film. Dans le 1, il est vénère contre elle, mais il va quand même la sauver. Parce que bon, elle est avec sa gamine. Dans le 2, ils essayent de recoller les morceaux et il faut qu'il la sauve quoi aussi. Donc, en gros, c'est Steve de Beverly Hills qui sauve d'abord LA et qui sauve ensuite New York. Pas mal, c'est bien, c'est un bon CV. Voilà. C'est bien sûr un film qui se prend pas au sérieux. Ah bon? Non, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que même si c'était pas un direct to DVD, c'était un film pour la télé, pour la chaîne Sci-Fi. Donc le premier, ils ont dû se dire, on va gaulerie, on va faire un film de malade, et on verra bien ce qui se passe. Si tu regardes l'affiche, c'est une tornade avec des requins. C'est marqué Sharknado en gros, et juste en dessous c'est marqué Enough Said. Donc voilà, tu sais que les mecs ils ont dit, attends. T'avais des auteurs dans une salle, ils étaient, attends, une tornade, des requins, bon bah voilà quoi, c'est tout. Et puis les mecs ils se sont arrêtés là, donc ça se prend vraiment pas au sérieux. Et à mon avis ils avaient pas capté que ça allait avoir un gros impact, parce que quand même ça a eu un gros succès le premier. Tout le monde a dit que c'était pourri et tout, mais ils ont eu beaucoup de spectateurs. Quoi, que voilà. Mais voilà, mais ça a été con avoué. Mais ce qui fait que dans le 2 ils se sont dit, je veux dire, le concept est tellement jusqu'au boutiste quoi. C'est ça. Mais après ils se sont dit on va faire un 2 parce que ça a fonctionné formidablement. Si tu regardes l'affiche, le 2, la tornade c'est la même, hein. Ils ont juste changé le reste de l'affiche, mais la tornade. Ah si, c'est la même tornade. Si, c'est la même tornade. Et Sharknado 2, le deuxième, ça c'est le titre. Hein. Donc voilà, là, à mon avis, ils ont été un peu trop loin. C'est-à-dire que déjà le premier, tu te dis bon, tout à l'heure j'ai fait mater Quentin le premier en 2 minutes, c'était suffisant. Ouais. Quand tu regardes le 2, tu te dis bah ouais, il y avait pas besoin quoi. Mais ça se prend pas au sérieux, mais comme il y a eu beaucoup de buzz, du coup il y a plein de monde qui a voulu être dedans, ce qui fait que t'as des caméos toutes les 30 secondes, c'est pas des énormes célébrités non plus, hein, faut pas déconner, mais qui apparaissent un peu partout parce que c'était tendance dans le deuxième, etc. Donc on en voit partout, et puis pour moi, c'est le premier, c'était, voilà, c'est ça le direct to DVD. Quand je pense à un direct to DVD, c'est un film pourri, et il y a les films pourris qui sont pourris, et il y a les films pourris qui savent qu'ils vont être pourris, mais qui y vont quand même pour la gueulerie, quoi. Le premier, c'était ça. So bad, so good. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Mais le deuxième, c'est un film Twitter pour moi. C'est-à-dire que le premier, Sharknado, il a explosé sur Twitter, je regardais, ça a été 387 000 tweets, la première diffusion, le premier Sharknado. Et ils avaient pas énormément de buzz non plus pour le premier, mais il suffisait que les gens disent, attends, il y a un film qui est supposé être un peu marrant et qu'il y ait des tornades et des requins. Bah, c'est ça, ouais. 387 000, pour vous donner une idée, c'est Game of Thrones, quand il y a eu l'épisode du mariage rouge et tout le monde sur Twitter parlait de ça, et, ils étaient à juste un peu de 400 000. Donc c'est un des gros records de Twitter. Et du coup, c'est ça qui a lancé le 2, forcément. Et le 2, quand je le regardais, moi je me suis dit, c'est un film fait pour Twitter. C'est-à-dire que t'as des gags
qui te tendent la perche pour faire un tweet marrant, pour les mecs qui aiment bien tweeter marrant à chaque fois, qui font les live tweets et tout ça, où t'as des trucs, enfin tu vois tout de suite où tu peux avoir les commentaires. Dans ce genre de film, avant c'est des films où tu matais dans ton salon avec tes copains et tu délirais. Maintenant ça se mate sur... Ouais, voilà, mais maintenant ça se mate sur Twitter, et c'était vraiment presque genre, allez, on tend des perches pour que il y a de plus en plus de tweets. Il y a comme ça se fait maintenant sur l'écran, après 2 minutes, il y a hashtag Sharknado 2 qui apparaît, et juste après où la nana, T'es sérieux oui, bien sûr, et la nana dans le film, ça apparaît dans le film. Oui, puisque c'est à la télé, donc ça apparaît à la télé quand tu regardes, tu vois. Ah, d'accord. Hashtag, ouais, mais comme c'est le film de la chaîne, c'est vraiment incrusté dans le film, quoi. Oh là là. Et ça, le logo. En fait, c'est les mecs, ils ont transposé le concept du film de potes que tu regardes sur en Twitter, buvant une bière et en mangeant des pizzas à Twitter, quoi. Ouais, mais parce que c'est tellement mauvais qu'en fait, à mon avis, parce que le film de potes, le prendre comme ça, mais je trouve que non, mais je veux dire parce que au niveau consommation du truc, quoi. Ouais, mais je me dis que le film de potes où t'es avec 2 ou 3 potes, tu regardes ça, bon, au bout d'un moment c'est drôle, mais même avec tes potes tu te fais pas marrer. Avec Twitter, comme t'es avec 387 000 personnes, enfin non, mais forcément un rigolo. Ouais. Il y en a bien des mecs qui vont te faire marrer, et en fait l'élément Twitter devient aussi important que le film, quoi. Pendant que le film passait, Sharknado 2, il y avait l'expérience deuxième écran où tu pouvais aller sur ta tablette, blablabla et tout. C'était vraiment, pour moi, c'est un film Twitter. Ce qui relève un peu le concept, parce que moi je trouve que ce genre de film a quand même ses limites, quoi. Bah, le premier c'était drôle, voilà, t'as été jusqu'au bout, comme tu disais, avec une idée complètement stupide, et puis tu regardais, t'avais bu 3 bières, tu rigolais, quoi. Ouais. Le deuxième, c'était over the top, tout le long, c'était too much, quoi. Ce qui fait que si t'étais pas en train de tweeter avec tes potes, ou avec des gens que tu connais pas, en train de dire, regarde, machin, bah, tu te fais chier. Moi, je me suis vraiment fait chier, parce que live tweeter Sharknado 2, 3 semaines après qu'il passe, ça sert à rien. Ça sert plus à rien, quoi. Et donc le film, il est vraiment fait une fois comme ça, et puis voilà, quoi. Après, il y a des petits clins d'œil, il y a des trucs comme ça, mais c'est impossible à regarder. Enfin, le jeu d'acteur est pourri aussi, mais quand tu sais que c'est fait exprès, ok, d'accord, mais comme ça va pour un film, mais pour un deuxième, faut arrêter là, quoi. Donc ouais, mais même pour un film, quoi, c'est au bout de 20 minutes, tu voilà. Passes vite, quoi. Plus, c'est quand même, il y a pas beaucoup de rythme, hein, dans ce genre de truc. Non, exactement. Donc, et c'est scène après scène, hein. Comme c'est pas un film cinématographique, c'est vraiment, bon, bah là, ils sont dans le salon. Allez, il se passe ça. Bon, bah là, ils sortent et il se passe ça et ça et ça. Oh, bah là, donc c'est vraiment de l'enchaîne comme ça, c'est vraiment pourri. Donc 1h30, c'est trop long. 1h10, ça aurait pu être réglé. Et si t'as envie de rigoler et que t'as un peu bu, tu peux regarder Sharknado 2. 1, pardon. Le 2, tu peux l'oublier. Ben moi, j'ai tenté. Je suis pas vraiment adepte de ce genre de film, mais je dois avouer que le pitch de celui-là me disait quand même, putain, c'est tellement n'importe quoi que ça peut être drôle. La bande-annonce m'avait fait sourire. Je me suis dit, ouais, allez, il y a peut-être moyen. Mais devant le fait accompli, devant le film d'1h30, j'ai trouvé ça quand même relativement catastrophique. Ouais, c'est une grosse cata. J'ai vraiment, comment dire, même les effets spéciaux sont tellement affreux. Disons que c'est quelque chose qui a été, pour moi c'est un ratage total, c'est irregardable, c'est super laid. Après on peut pas vraiment dire que c'est un ratage. Non, c'est une réussite, hein. Ça a été réussi, J'ai dit pour moi. Oui, j'ai dit pour moi, pour moi c'est un ratage cinématographique, parce que même si c'est fait exprès, au bout d'un moment, non, quoi. Non, c'est un film qui a coûté moins d'1 million d'euros. Il leur aurait donné 2 ou 3 millions, peut-être, parce que c'est d'une ambition tellement violente. Mais en même temps, si ça avait été bien fait graphiquement, ça aurait pas marché. Enfin, c'est pas possible pour un film qui se prend vraiment pas au sérieux d'avoir des beaux effets spéciaux ou que ça soit bien. Il faut que ça soit pourri jusqu'au bout, quoi, à mon avis. C'est ça. Moi, je pense que la limite, moi, je suis tout à fait d'accord avec Christophe, hein, mais je pense que la limite, elle est inhérente au concept et pas au film. C'est ça, c'est le genre. Oui, exactement. C'est le genre qui veut ça, c'est pas Sharknado, à mon avis. Ce que je pensais l'autre fois, c'est, comme tu disais, une bande-annonce, c'était suffisant, c'était à moitié marrant. Tu faisais une bande-annonce Sharknado in 2 minutes, c'est terrible, hein, ça suffit. Et tu fais ça avec que des acteurs encore un peu plus connus, pour que ça soit encore plus drôle, je trouve, et ça suffit largement, quoi. Pas sûr, parce que j'avais regardé Piranha triple double D, là, je sais plus, la suite de Piranha, où c'était surblindé de caméos. Ouais. Une catastrophe. Non, mais moi, je parle juste en 2 minutes. Ne fais pas le film, ça sert à rien. Ah oui, juste fais une bande-annonce, fais-le avec des gens, avec
que des caméos, qu'il n'y ait pas un seul mec que tu connais pas, et ça suffit. Voilà, là ça c'est un nouveau concept et ça c'est drôle quoi. Moi, c'est un peu l'inverse. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Quand je vois Christopher Lloyd dans Piranha, je verse une larme, quoi. Bah ouais. Je trouve ça super triste. Et en l'occurrence, là, j'ai versé ma petite larme quand j'ai vu qu'un des personnages, au bout d'un quart d'heure de film, je me suis dit non, c'était le daron de Kevin. Normalement, j'ai raté l'avion. Ah bah ouais, mais dans le 2, il y a le daron de Jeff Goldblum dans Independence Day, quoi. Bon, en tout cas, c'était Sharknado. Si vous voulez boire un verre avec des potes, regardez le 1, et puis... non, oubliez le 2, quoi. Ça marche. Eh bien, je vais enchaîner avec ma critique, moi, le film que j'ai vu pour ce podcast. Je dois avouer que c'était quand même une claque que j'ai pris. J'ai pas pris de claque comme ça depuis plusieurs années. Peut-être depuis District 9, qui m'avait mis une claque de par son originalité. Et j'étais en manque. Et là, j'ai vraiment un film qui m'a mis une claque. Donc ça s'appelle donc Résolution. De 2012, parce que y en a deux de Résolution. Hein, faut faire gaffe. The people come here to look for aliens. Ghosts and cults and gateways to hell. What was that? Looking into other dimensions. Dude, you keep coming here with these recordings and these stupid stories about how you found them, and you're acting weird. I think someone might be messing with us. That's satellites. They watch everything. What's going on, Mike? If there is something, it is none of these things. We need to leave before they get here. What would convince you that I'm not crazy? Là, tu remontes la barre, hein, tout de suite. On passe de Sharknado à ça. Ouais, c'est vrai que très bon film. Donc Résolution, donc c'est un film, pour résumer en vitesse le pitch, c'est un mec totalement drogué au crack, qui craque un petit peu dans une, c'est le cas de le dire, qui craque dans une maison, dans la forêt, et qui est un petit peu, voilà, il est surdrogué, et il y a un de ses potes qui prend pitié, qui décide d'aller l'enchaîner à la cabane pour le sevrer en fait, pour le libérer de l'emprise de la drogue. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, ça en fait c'est rien, c'est juste un prétexte pour un espèce de gros mindfuck blindé de références. C'est un film ultra méta, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. C'est un film sur le film, c'est un film sur l'art, sur la relation que l'art entretient avec le spectateur. Plus que ça, c'est un film sur les histoires, un film sur les histoires et l'histoire des histoires. Un hommage aux différents moyens d'expression artistique, en fait. C'est vraiment incroyable, quoi. Ça se fait passer pour une espèce de film d'horreur qui doucement va basculer tout le long. Il joue avec les codes et propose au spectateur une expérience vraiment incroyable qui le fait réfléchir, quoi. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est un film très intelligent, mais qui le fait... Et surtout que l'horreur... enfin, moi je l'ai regardé... j'ai pas regardé ce que c'était quand t'as balancé le titre. Donc j'y suis allé comme ça, et au début je croyais pas que c'était un film d'horreur. Ouais. Ça commence pas du tout comme ça, quoi. Non. Ça commence comme une histoire... Non, ça pourrait se limiter au... L'horreur, elle arrive vraiment de façon ténue, et voilà, enfin, ça prend vraiment son temps, et par petites doses... Enfin, c'est vraiment bien mené, quoi. Ah oui, totalement. C'est d'une finesse incroyable. Et ce que j'adore, moi, de toute façon, c'est tout ce que j'attends du cinéma. Pour moi, le cinéma, ça doit me divertir, mais de façon intelligente et originale. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ça fait travailler le ciboulot, mais tu t'amuses en même temps devant ce film, parce qu'il est ludique, il joue avec plein de codes, il est parfois drôle. C'est vraiment très, très, très qualitatif. Mais les dialogues sont bons, hein. Les dialogues sont très bons. L'ambiance tout le long, t'es vraiment... Là, t'es plongé dans l'ambiance, quoi, l'atmosphère, et tu sors pas, quoi. Donc là, t'es diverti parce que t'es au cœur du film quand tu le matches trop, quoi. Donc pour aller un petit peu plus dans l'histoire, quand même, pour les auditeurs, sans trop en dévoiler, pendant que notre ami sevre son pote, c'est-à-dire qu'il fait pas le bâtard non plus, il l'enchaîne, mais il reste à côté, il dort dans un sac de couchage, etc. Il va se passer des choses bizarres. Il
ils vont autour d'eux, il y a plein de choses bizarres. On ne sait pas vraiment si c'est surnaturel, on ne sait pas, on nous laisse dans le doute. Et le film va tourner autour des histoires, parce qu'ils vont découvrir des choses bizarres, et autour de ces choses bizarres, des histoires. Et c'est un film sur la transmission, sur comment nous, spectateurs, on interprète les histoires. Qu'est-ce qu'on attend des histoires? Comment l'histoire se transmet? Il y a une allégorie dans le film qui est assez incroyable. Déjà non seulement il y a l'allégorie de Platon, parce que par un moment ils vont explorer une cave de junkies, et donc du coup pour ceux qui vont le regarder, la cave c'est la cave de Platon, et la cave de Platon ça commence avec un mec qui est enchaîné, qui voit pas la réalité, ce qui nous ramène à la condition de droguer de son copain, et donc c'est assez fou de s'amuser avec tout ça. Ça joue aussi avec la tragédie, avec les références à Godard, à la Nouvelle Vague. Ce qui m'a vraiment tué dans ce film, c'est qu'on nous présente des histoires un petit peu surnaturelles autour des personnages. Et au début, on nous présente une histoire orale. Après, on nous présente quelque chose qui est écrit. Après, on nous présente des images. Après, on nous présente une vidéo avec du grain. Et au fur et à mesure, on voit une évolution technologique de l'image. Et en même temps, c'est l'évolution dans laquelle les peuples se sont transmis des histoires. Tout d'abord en les racontant, puis après en les écrivant, etc., etc., etc. C'est vraiment incroyable. Moi, le film m'a retourné. Je pense que je ne vais pas en dire plus, parce que c'est vraiment un film qui doit se découvrir, et je le recommanderais absolument à tout le monde. C'est vraiment pour moi un exemple de VOD qui surpasse vraiment presque 80% des productions cinématographiques actuelles, qui nous offrent plus ces niveaux de lecture, qui nous emmènent plus dans des endroits où le spectateur se fait le film à proprement parler. Moi qui fais un tout petit peu de vidéos, je parle souvent de la place du spectateur, et dans mes vidéos, j'aime bien que le spectateur essaye de trouver son histoire à lui, qu'il se fasse un petit peu son histoire. Et c'est totalement, je vais pas en dire plus, mais c'est totalement un film là-dessus, quoi, qui rend hommage à la façon dont nous on perçoit les histoires, et comment, en voyant certaines images, on peut s'approprier ou en deviner une histoire. Et je trouve ça absolument hallucinant, quoi. Voilà. Mais c'est aussi important, à mon avis, de dire que c'est pas prise de tête. Enfin, non. C'est pas un film qui se veut un télo ou quoi que ce soit, hein, parce que ça aborde tous les thèmes que t'as dit, c'est clair, ça les aborde, etc. Mais c'est pas une masterclass sur la transmission ou non, un truc comme ça. En même temps, tu prends ton plaisir en regardant le film, quoi. Moi, c'est venu après, en fait. Toute cette analyse. En fait, l'histoire peut suivre au premier degré exactement. Pur, voilà, sans forcément l'intellectualiser à mort. C'est ce que je disais en introduction, c'est effectivement tout ce que j'attends du cinéma, que ça me divertisse, mais de façon intelligente, que ça me prenne pas pour un con, mais que ça m'amuse quand même, que je me fasse pas chier comme devant un Godard. Et là, franchement, le pari est incroyablement tenu. Il y a une tension tout le long qui fait frissonner, qui est assez incroyable. Et je vais conclure là-dessus sur une phrase. Pour moi, c'est un film qui parle d'absolument tout, avec presque rien. Et respect éternel au réalisateur de ce film, que j'ai d'ailleurs j'ai discuté un petit peu avec eux juste après avoir vu le film, et je parlerai un petit peu de ça quand on parlera du débat sur la VOD, avec les pour et les contre de la VOD. Et les réals sont des gens tout à fait charmants, des petits bidouilleurs, bricoleurs qui viennent ils ont fait un petit peu de pub, ils ont fait quelques petits cours, quelques petits clips, système des bidouilles, et ils se sont décidés entre eux de réaliser ce film comme ça, quoi, sans vraiment y croire trop. À mater. Plutôt que Sharknado 2. Ne regardez pas Sharknado 2 et regardez. Ouais, je vous recommande vraiment Résolution. Ouais, prenez 1h30 pour exactement, Résolution, c'est quand même mieux. Exactement. Voilà. Et donc tous les deux, donc vous avez aussi aimé. Ouais, beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, donc t'as parlé des codes enfin pas des codes, mais des métaphores, tout ça et tout, mais j'ai bien aimé la façon qu'il a aussi de renverser et de jouer les codes du cinéma, genre le truc le plus flagrant, le film d'horreur qui d'habitude se passe toujours de nuit. Voilà, c'est le code du film d'horreur. Là, tous les trucs chelous arrivent quasiment en plein jour, tout le temps. Exact. Ouais. Voilà, et il y en a plein d'autres, hein. Je cite ça, mais il y en a plein. Ah, mais il y en a plein, ils brûlent l'épice avec tout en nous amenant des éléments qui vont peut-être pas forcément revenir, voire qui reviennent pas, mais justement, ils nous en amènent tellement qu'au bout d'un moment, ça fait une espèce de mix Ouais, c'est incroyable. Enfin bref, on en a peut-être déjà trop dit, mais regardez absolument ce film. Ouais. C'est une pure merveille. Voilà. Et donc on va enchaîner avec le dernier film, qui est également pour le coup un très très bon film, hein,
divertissant et très plaisant et très intelligent également. Donc Quentin va nous parler de The Man from Earth. Et oui. What if a man from the upper Paleolithic survived until the present day? You know it could happen. Yeah, the pancreas turns over cells every 24 hours, the stomach lining in 3 days, the entire body in 7 years, but the process falters. Now, if a quirk in his immune system led to perfect detox, perfect renewal, then yeah, he could duck decay. Who do you think I am? You are absolutely certifiable. You stand alive and tall in a graveyard that you helped to fill? Well, then perhaps it is time to die. Donc réalisé par Richard Chapman. Ah, c'est bon, on va ça. Donc The Man from Earth, donc c'est un film de hard SF. Alors qu'est-ce que c'est déjà la hard SF? Je suis allé chercher une petite définition si les gens ne savent pas vraiment ce que c'est quoi. Donc c'est un genre de science-fiction dans laquelle toutes les technologies décrites, l'univers, les histoires des découvertes et les évolutions ne sont pas en contradiction avec ce qu'on sait de la science au moment où l'auteur écrit l'œuvre. Oui. Donc pour que ce soit un petit peu plus simple à comprendre, tout bêtement le truc le plus contradictoire par exemple qu'on utilise c'est les sabres laser de Star Wars qui sont complètement impossibles à faire avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Enfin, on sait que ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de miroir au bout, donc ça ferait un laser normalement qui ne s'arrête pas. Je vois pas pourquoi il s'arrête dans Star Wars. Normalement, voilà, le laser doit continuer tout le temps. Ah ouais. Non mais c'est ça, voilà. La hard SF balaye tous les trucs comme ça qui sont un peu invraisemblables et que on est obligé de prendre pour argent comptant dans les films de science-fiction. Faut pas employer hard SF pour parler de films qui ne sont pas du tout de l'hard SF, les gars. Voilà, bon, c'est dit. C'était un autre coup de gueule. Parle-nous de ce film qui est très 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 bon, mais très exigeant en même temps. Allez, donc je parle du film. Donc Richard Sinkman qui est quand même bien marrant parce que j'ai trouvé la petite anecdote. Il a fait quand même ce film et derrière nous a pondu Abraham Lincoln, tueur de zombies. Non, c'est qui est une production Asylum faite pour surfer sur la vague du truc là, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. T'es sérieux, c'est lui qui a fait ça? Ouais, donc voilà, voilà, maintenant il fait ça. Bon allez, on va parler de The Man from Earth, on va pas s'apesantir sur le truc. Alors l'histoire, c'est celle d'un prof de fac qui part en espèce de retraite anticipée. Il organise un petit pot de départ avec ses amis et lors de ce pot de départ, il leur balance la vérité à son sujet, à savoir qu'il aurait 14 000 ans, qu'il ne vieillit pas et qu'il est immortel. Mais qui vient de la préhistoire, hein, il a connu, il était là. Hein, il a 14 000 ans, donc 14 000 ans. Ouais. Il fait partie des premiers hommes préhistoriques, tout ça. Voilà. Et donc du coup le film va s'orienter, ça va être une discussion avec ses amis donc professeurs qui vont tenter de deviner si le gars leur fait une blagounette ou si vraiment ce serait possible qu'ils viennent de là. Donc voilà, donc l'attrait du film donc du coup va résider pas tant dans l'intrigue parce que bon, c'est des mecs qui sont dans un canapé en train de discuter. Mais du coup, dans la description que les protagonistes font de l'hypothèse de ce que serait la vie d'un homme ayant vécu 14 000 ans, et donc par la même occasion aurait accumulé un savoir considérable, quoi. Voilà, donc il y a what mille références historiques pour étayer l'intrigue, il y a plein de faits, de parallèles avec des faits scientifiques avérés, donc c'est de la hard SF, donc tout ce qu'ils disent pourrait effectivement avoir eu lieu. Donc ce serait possible que quelqu'un ait pu vivre tout ce temps. Et voilà, et donc le point fort, c'est que... Ce serait possible ou pas, parce qu'ils sont pas tous forcément d'accord. Hein. Il y en a qui se prennent un petit peu la tête et qui sont pas justement d'accord avec ça et qui essayent de titiller les autres. Oui, voilà, oui, pardon, oui, ce serait, voilà, est-ce que ce serait possible ou pas ouais, voilà, ouais. Mais tout va tourner autour de ça, quoi. Oui, bien sûr. Ah bah, c'est un film qui se passe dans une pièce, dans un canapé, et effectivement, le seul intérêt, c'est cette prise de tête, ces dialogues, et voilà, hein, c'est un peu tout, mais ça reste passionnant, quoi, au détriment. Alors pour le coup, ça, au détriment du reste. Hein, je te laisse continuer, mais. Oui, non, mais oui, voilà. Après, faut quand même, ouais, voilà, dire que le film c'est visuellement dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas le point fort du film. Même d'ailleurs, quand on m'a parlé que j'allais faire ce film, Christophe il me dit c'est moche. Je fais c'est pas si moche que ça. Enfin, de toute façon là, c'est pas l'important, ça passe.
quand je l'ai re-regardé, j'ai fait. C'est vraiment moche. Je me rappelais plus. Je pensais même que j'avais pas pris le bon truc. Ah, c'est super moche. Parce que l'esthétique, c'est genre un téléfilm des années 80, quoi. Ouais. Donc, ce qui s'explique peut-être par le budget du film de 200 000 $. Le truc a été tourné avec une caméra DV semi-pro. Ouais, c'est fou. Donc, bon, c'est vrai que voilà, il y a pas beaucoup de visuels pour se raccrocher au film, mais ça reste passionnant. Enfin, ouais, Christophe, je sais que t'aimes beaucoup. Swell, tu as vu? Moi, je l'ai pas vu justement, et T'as pas vu justement, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que le but du film, est-ce que tout le long, en tant que spectateur, je me dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a 14 000 ans? Ou est-ce que moi, je m'en fous et ou je le sais peut-être, et je veux juste regarder les personnes en discuter en fait. Voilà, non, je pense que c'est ça, oui, c'est pas le plus important. Ok. J'étais fou devant le film, hein. C'est vrai que t'es là, tu fais, mais qui a raison? Non, c'est pas Colombo. On te dit pas dès le début qui a tué. Moi, au contraire, pas tant que ça. Ah ouais? Moi, je serais plus, ouais, justement, je trouve qu'au final, on s'en fiche vraiment de savoir si c'est vrai ou pas. Mais c'est, voilà, enfin, c'est le raisonnement, en fait, le développement du raisonnement que je trouve vraiment, passionnant, quoi. Enfin, surtout que c'est vraiment. Justement. Et sans le dire, est-ce qu'à la fin tu le sais ou tu le sais pas? Enfin, est-ce qu'il y a un truc à savoir ou pas? Ok, à la fin tu sais. À la fin t'as il y a une réponse, bien sûr. D'accord. Mais je dirais que c'est pas ça qui m'a tenu en haleine. Enfin, c'est. Ouais, au final ça tu t'en fous quoi. Presque. Ben presque, oui. Mais bon, après, ça reste vraiment fou quoi comme film. Donc voilà, surtout que c'est un tout petit film, hein. De 200 000 $, donc je crois que c'est même pas un téléfilm, hein, que le truc est sorti uniquement en VOD. Ah ouais, aussi. D'ailleurs, le producteur a remercié quand même Pirate Bay d'avoir foutu le film en torrent parce que le film a pu se faire connaître grâce à la distribution illégale. Le film, bizarrement, est assez connu, non, mais disons que dans le milieu des gens qui aiment bien. Il a une aura. Oui, voilà. Il y a une aura, voilà. Et c'est les conséquences du piratage. Pour ce genre de film qui devrait avoir resté dans une cave et vu par 10 personnes, il a un certain succès quand même grâce à Internet, c'est vrai. Mais si tu regardes sur IMDb, il a 8. Hein. Enfin, le film est très bon. Hein. Parce que j'allais finir, voilà, ouais, les conséquences du piratage, du coup, par les connaisseurs, le film apparaît dans la top list des 250 meilleurs films de science-fiction de tous les temps. C'est fou. Excellent, ouais. Grâce à ça. Donc après voilà, ça reste quand même un petit film de connaisseurs, de gens un petit peu pointus, voilà, qui savent, mais donc qui est absolument à découvrir. Mais c'est vrai que le piratage a permis de te faire découvrir ce film un peu plus largement. Et même le réalisateur a confirmé les propos du producteur en disant qu'il était bien content que le film ait été piraté, mais il encourage quand même les internautes qui ont aimé le film à donner un petit don en contrepartie. Mais il a bien raison, Bah quand même. Bah oui, voilà. Mais donc vraiment un très très bon film. Alors faut pas avoir peur de regarder des gens qui discutent, mais Christophe vous dira que c'est de toute façon un peu comme les séries télé de maintenant. Oui, sauf que là il y a du fond et que ça vaut le coup. Ah oui, voilà. Non, mais je parle pour le visuel. Ah, visuellement, c'est dégueulasse comme une série, hein, ça c'est sûr, hein, mais bon. Il y a d'autres choses. Ce qui est bien, c'est que dans ce film, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et toutes les réparties sont franchement super plaisantes à regarder. Dès que quelqu'un a une question ou qui met une affirmation, tac, il y a un autre personnage qui vient pour leur contrebalancer là-dessus, et c'est du yo-yo permanent, et c'est assez génial. Oui, c'est ça, il y a un jeu de ping-pong entre les protagonistes, entre les gens qui visent, mais alors, t'aurais vu ça, mais alors, voilà. Et comment aussi ça interroge la capacité de mémoire, parce que forcément, t'as le mec à 14 000 ans, il doit raconter son histoire, mais voilà, nous, si on prend notre exemple, on peut raconter notre petite enfance. Non, on peut pas. Alors, le mec, comment il peut raconter ce qu'il a vécu il y a 14 000 ans? Ah, mais il y a plein de questions, il y a 4000 questions qui viennent comme ça, même psychologiquement. Comment il a pu ne pas péter les plombs ou ne pas devenir fou et en ayant vécu tout ça, tout en voyant les nouvelles technologies et tout. Enfin, c'est passionnant, c'est passionnant. Ouais, c'est ça, vous m'avez vraiment donné envie de le voir, sérieusement. Ah, mais vraiment, j'ai bien envie de le voir maintenant. Non, vraiment, c'est vraiment un film génial, quoi. Donc voilà, et moi, encore une fois, je regretterais que ce genre de film, comme
celui que j'ai cité avant, bon, Sharknado on met de côté, n'est pas une diffusion un peu plus grande et surtout n'est pas. Paradoxalement, je pense que Sharknado est plus connu que Résolution et Ah bah sûrement, ouais. Maintenant en tout cas, ouais. Effectivement. Et écoutez, sur cette belle poignée de direct to DVD, on va enchaîner avec le gros du podcast aussi, le débat qui va concerner justement ces modes de diffusion alternatifs. Mais je crois que le téléphone sonne avant encore une fois. Le téléphone sonne, à chaque fois, on va le faire et puis chaque fois. Bon allez, décroche. Ah. Allô. Allô. Oui. C'est qui? Je reconnais cette voix, Allô, c'est... Jean-Pierre? Ah oui, c'est Jean-Pierre Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Bon, ça va depuis la dernière fois? Ça va. Et toi, ça a pas l'air d'aller? On a galère, hein, tu sais, c'est toujours un peu pareil pour nous, mais bon, ça va. Je vous appelais, vous parlez de VOD, là. Ouais, exact, ouais. Bon, c'est le thème, ouais. Eh ben, moi, mes films, ils sortent en VOD, hein. Vous les avez vus, les derniers? Déjà, t'es un mec, comment dire, tu vis avec ton temps, j'ai l'impression. La VOD. Oui, c'est surtout qu'on me donne pas d'argent pour les faire. Hein. Alors, oui, non, on l'a pas vu, j'ai pas vu les derniers. J'ai très envie de voir le Mentor, je t'en parlerai tout à l'heure du Mentor, mais là, il y en a des nouveaux depuis, hein. Il y a Calomnie. Vous l'avez vu, Calomnie? Non, on l'a pas vu. On n'a pas vu. Et dedans, il y a même Guy Marchand dedans, alors. Putain, Guy Marchand. Oui. Je veux voir ça, alors. Voilà. Ah oui, là-dessus. Tu l'as payé combien, Guy Marchand, Jean-Pierre? Guy Marchand. Nestor Burma, j'étais fan, moi. Voilà, il est encore meilleur que dans Nestor Burma. Bon, et à votre bon cœur, mesdames, vous l'avez vu, c'est sorti l'année dernière. À votre bon cœur, mesdames. Non, mais non. Mais t'en fais trop par an, Jean-Pierre, t'en fais trop par an, on n'a pas le temps. Les meilleurs tours. Dans votre bon cœur, mesdames, il y a Ariel Dombal, il y a Virginie Ledoyen, il y a même Rufus. Alors. Il va chercher tous les squelettes. Mais tu les payes, Jean-Pierre, les acteurs ou pas? Elsa Zisberstein, il y a tout le monde qui a voulu participer à mon film. Et vous l'avez même pas vu, mon film. Alors, on va le voir, il faudra qu'on le regarde ça. Non mais, tout le monde veut participer ou tu les forces, sérieusement? Mais ils viennent, ils courent, parce que moi, vous savez, je suis le dernier anard du cinéma. Alors ils viennent tourner avec moi. Ils se battaient tous à l'époque. Et il y a eu Jean Carmet, il y a eu Jean Poiret, ils sont tous venus dans mes films et j'ai même fait tourner Patrick Devers, hein. Donc ça va. Patrick Devers. Voilà. Donc, et le mystère des jonquilles, vous l'avez vu? Avec Richard Boranger. Non mais, comment tu trouves ces titres? Le mystère des jonquilles avec... Vous l'avez vu avec Boranger, le mystère des jonquilles? Le pauvre Jean-Pierre, il entend rien. Je regarde pas Boranger. Est-ce que vous l'avez vu, mon film, là? Non, on l'a pas vu, Jean-Pierre. Non. Mais c'est normal, il est encore pas sorti, celui-là, hein. Voilà. On a plus de sous. On a même plus de sous pour faire nos films. Alors on a fait la quête sur mon site officiel. Vous pouvez me donner de l'argent? T'as pas fait un Tipeee, Jean-Pierre? Non, ça c'est trop. Non, on n'est pas des YouTubers, là, comme non, on fait sur le site. Vous pouvez nous donner de l'argent et voilà, pour nous aider pour les films, hein. Et sinon... c'est comme un Tipeee. Oui, mais c'est pas pareil. Bon, alors, pour voir mes films, on peut quand même les voir au cinéma, hein. Il faut venir, hein, au Desperado. C'est 23 rue des Écoles. Le Desperado, 23 rue des Écoles, Paris 5e. C'est 8 € et 6 € pour les chômeurs et les étudiants. C'est pas cher. Il faut venir, hein. Alors. Oui. Et vous savez comment... Paris 5e au Desperados. Et tu y es souvent en plus. Voilà. Tu fais des conférences et tout. J'accueille les gens pour présenter mes films, hein. Et vous savez, tu sais pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ah non, t'aimes bien la bière? C'est pas en référence à Robert Rodriguez, j'espère. Non, les Américains, hein, ça va. Qu'on défende un peu le cinéma français, hein. Je les vénère un petit peu. J'ai appelé comme ça parce que on est des desperados, nous, maintenant, hein, avec les... Moi, j'emmerde les productions actuelles, vous entendez? Parce que faire des films comme je veux, je les laisse à l'affiche le temps que je veux, hein. Alors voilà. Parce qu'après, on va nous dire, hein, alors votre film, il est fauché. Alors ça veut dire, vous voyez quelqu'un dans la rue qui est mal habillé, est-ce que vous lui dites qu'il est pauvre? Il est parti, le mec. Hein? Ah, Jean-Pierre. Mais toi, tu l'as vu, Litan?
Non, j'ai Mais toujours non. pas Ça fait vu 3 Lutin, ans que tu me dis de regarder mon film, hein. Non mais Jean-Pierre, on regarde pas tes films. On t'aime beaucoup, mais on regarde pas tes films, Tu Jean-Pierre. préfères les merdes Mais Litan, américaines. il paraît qu'il est bien. Oui, c'est vrai, Litan, il faut que je le voie et c'est pas bien. J'avoue. Voilà, alors vous venez pas voir mes films, mais vous regardez les saloperies américaines, hein. Les conneries de dragons, de Transformers, les singes, le décès de Luc Besson qui fait tourner l'autre salope américaine, ça vous plaît. Mais parce que tu fais pas assez de courses-poursuites dans voiture dans tes films. Non, j'en ai fait, hein. Tu devrais regarder À mort l'arbitre avec Michel Serrault. Là, il y en a, et Patrick Devers. Ils coursent l'arbitre pour le tuer, hein, les footballeurs. Parce que mes films, ils dénoncent, ça dénonce le foot et les magouilles, hein. Voilà. Voilà. Et le mentor. T'as l'air un peu vénère, hein, le mentor, c'est la Jean-Pierre. même chose. Formidable, ce Jean-Pierre. Le mentor, je T'as l'ai l'air fait un peu pour ça énervé. parce que ça dénonce la société. J'apprends aux gens comment voler, arnaquer, et voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est Bon. pour ça que je veux le voir, celui-là, ça. Voilà. Et sinon, Ouais. il Et reste... ton coffret DVD, il veut pas baisser un petit peu de prix, parce que bon, c'est quand même pas donné. Mais il faut bien qu'on mange. Il faut bien qu'on mange. On n'a même rien pour faire la promo. Ils nous donnent plus rien à les productions. Oh. Jean-Pierre, t'as été au restaurant il y a pas longtemps alors? Eh ben, Avec l'équipe? Eh ben justement, on est sur le mystère des jonquilles et on refuse de tourner à Paris parce qu'ils demandent de trop. Eh ben écoute, je vais te dire, là, on est descendu dans le sud, eh ben on a trouvé, le film va coûter moins cher, on a trouvé un restaurant qui nous fait, eh ben écoute bien, et on a l'entrée, le plat de résistance, le fromage, dessert, un café, 60 balles. Eh ben je veux dire que tu peux pas trouver ça à Paris. Voilà. Tu comptes encore en francs? Oui, après ils font, bon après, moi je signe C'est pour ça les que ces chèques. films ils coûtent si cher. Mais le chèque, je signe mal, quoi. J'ai toujours l'espoir qu'il soit mal, qu'il soit pas Il encaissé. fait une rature. Voilà, pour qu'il Le soit mec, pas il signe encaissé. Moki avec deux hauts, tu sais. Parce que bon, la dernière fois, on a dépassé le budget de 100 000 balles, ils m'ont dit. Et je sais pas où l'argent y part. Je me demande si dans les restos, des fois, il n'y a pas des squatters qui viennent manger en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Ouais, mais tu sais ce qui fait dépenser de l'argent aussi, Jean-Pierre, c'est les appels téléphoniques. Hein. Ouais, il faut que tu raccroches, ben, Jean-Pierre, c'est là. pour ça, C'est de la longue écoutez. distance en plus, hein. Je vais vous laisser. Donc, Oui. vous venez au Desperado, hein, c'est 23 rue des Écoles, dans le 5e, et puis vous participez un peu en regardant mes films, hein, parce que c'est l'amour du cinéma et des vrais auteurs. Voilà. Bon, Pas de soucis, Ok, Jean-Pierre. merci voilà. Jean-Pierre. Ah oui, c'est vrai, On ça, leur dira. ça fait cher, là. Bon, allez, je vous laisse. Allez, à Allez, plus ciao, tard. ciao, À Jean-Pierre. bientôt. Bisous. Au revoir. Bisous. Putain, il est fou, Jean-Pierre, il est fou. Il en peut plus, le pauvre. Mais c'est bien de le taquiner un peu. Eh ben dis donc, énervé hein, notre Jean-Pierre National, hein, mais on l'adore. Ah, il est toujours vénère. Toujours. On l'adore, un grand abonné qui a notre podcast. Et donc on va enchaîner avec la grosse partie, le débat, qui va donc porter, on l'a répété 2 fois, sur la VOD, les moyens de diffusion alternative des films. Alternatif. C'est ça, c'est tout ce qui ne sort pas au cinéma. Comment donc traitons-nous, comment parlons-nous, comment pouvons-nous Consommons-nous visionner, nos films. consommons-nous nos films. Voilà. Et donc Quentin, je te laisse la parole pour nous introduire ce débat. Donc voilà, donc on va voir un petit peu comment on consomme nos films. Donc on va se baser sur la chronologie des médias pour remonter de façon chronologique, c'est le mot pour dans la façon de consommer quoi le truc. Donc en partant de l'exploitation salle et puis en revenant en arrière, sortie DVD, télé, enfin tout le bordel quoi. La chronologie des médias, donc qu'est-ce que c'est? C'est la règle définissant l'ordre et les délais dans laquelle les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Donc cette réglementation elle a été mise en place pour sauvegarder l'exploitation en salle des films. Donc ça existe que en France. Hein. Les États-Unis sont pas soumis à ce genre de truc. Ils peuvent faire comme bon leur chante. S'ils veulent sortir un film en salle et 2 semaines après sortir un DVD, ils ont le droit. Ce qu'on a vu pour prendre un exemple récent avec Snowpiercer. Ou Snowpiercer par exemple. Le ouais. mec l'a Mais sorti attends, tu dis que en France, mais juste, tu veux dire en France et pas aux États-Unis, ou c'est le seul pays au monde Non, où il y a ça non, je t'avoue que j'ai pas regardé pour Ok, les d'accord, autres pays, ouais. mais tu veux dire qu'aux États-Unis, au Canada, comme ça marche pas comme ça. ouais, mais par en rapport France, en Amérique, par exemple, ça marche pas comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, mais je pense que mais dans en d'autres pays France, aussi, on a cette règle. Donc, par exemple, pour donner une idée, voilà, il faut 4 mois d'exploitation en salle, enfin 4 mois depuis la sortie en salle, avant d'avoir le droit de sortir un DVD. 10 mois avant de pouvoir le passer à la télévision payante, donc la VOD.
Enfin voilà. Après, pour l'exploitation gratuite, pas donc TF1 en télé gratos, c'est 48 mois par exemple. Donc si vous voulez voir le film qui est sorti maintenant, par exemple, si vous voulez voir Lucie à la télé, eh ben vous allez attendre 48 mois. Sauf si la télé paye pour le passer. Non mais je parle je parle de la télé gratuite où t'allumes et t'as le film. Sachant que la télé est le dernier maillon de l'exploitation, hein, c'est ce qui vient en dernier. Ça, ouais. Et je pense qu'on va tout de suite, tu vas peut-être tout de suite nous faire nous dire les supports, comme ça on saura par quoi on. Vous voulez d'abord tous les supports qu'on va avoir. Ouais, dis-nous, donc... comme ça on aura une bonne échelle, ouais. D'accord. Alors en premier, on va prendre ce qu'il y a. Ouais. Alors en premier, on va prendre ce qu'il y a en amont carrément de l'exploitation ciné. C'est les festivals qui peuvent aussi intervenir de façon ponctuelle. Après, en deuxième, donc après il y a la sortie salle. Après, on a les sorties DVD et Blu-ray. Ensuite, on va parler des exploitations VOD, donc qui sont des espèces de locations qui sont c'est de la location. Et puis ensuite, on a la télévision, donc télévision câblée d'abord, et puis ensuite télévision publique. Et puis, voilà. D'accord, ça marche. Après, et donc, c'est le CNC 1, c'est important de signaler, qui régule ça. Oui, toutes ces règles sont régies par le CNC, donc voilà. Enfin, ça, par contre, on est les seuls à avoir ça. Un truc on est les seuls à avoir un organisme qui régit le cinéma au niveau national. Donc, voilà. Alors, du coup, on va voir donc pour les festivals, donc qui permettent souvent de voir un film donc en avant-première, avant sa sortie salle. Il y a les gros festivals genre Cannes, Deauville, les trucs comme ça. Tribeca, qui a été le cas pour Résolution, qui est d'ailleurs distribué par Tribeca Films, hein, qui donc du coup ça peut être très important pour l'avenir d'un film, les festivals. Oui, mais aussi des festivals plus regroupés plus par thématique, par exemple l'étrange festival, des trucs où tu vas avoir vraiment des films, donc ce sera pas forcément des sorties en avant-première, mais ce sera des films un petit peu plus pointus dans un genre. Oui, comme il y avait Avoriaz qui a été remplacé par Fantastica, voilà exactement, ce genre de choses, qui glorifie le cinéma d'horreur, d'épouvante. Il y a Berlin, la Mostra de Venise, il y a la Mostra de Venise et l'ours de Berlin. Il y a la Mostra de Venise et il y a l'ours de Berlin. Berlin, je crois que c'est les polars. Et Venise, je ne sais plus, je sais que Tsukamoto a eu un prix à Venise, donc ça doit être un peu plus généraliste, quoi. Mais c'est plus général, Venise. Mais même Berlin aussi, à mon avis. Ok, donc et puis du coup, qui permettent de revoir des films qui ne sont plus d'actualité. Par exemple, il y a le Festival Lumière aussi à Lyon qui permet de se retaper des vieux films qui sont plus projetés, et aussi d'en découvrir de nouveaux. Donc, puisqu'il y a certains festivals qui vont chercher justement des petites perles rares pour les mettre en avant. Sundance aussi, c'est devenu beaucoup plus gros maintenant, mais c'était vraiment le festival indé au départ, quoi. Ouais. C'était fait par Redford, je crois, c'est à l'initiative de Robert Redford, si je me souviens bien. Ouais. Maintenant, Sundance, c'est quand même, il y a beaucoup de producteurs américains qui vont piocher là-dedans. Ouais. C'est devenu une belle ligne sur le CV, de participation. Exact. Ils ont une chaîne télé maintenant et tout, donc. Ah oui, je savais pas ça. Ah ouais. Ouais, Sundance Channel. Ah ouais. Tout ça, ok, d'accord. Voilà. Après, donc l'inconvénient, ce serait que c'est un événement rare, ponctuel. Donc il faut se déplacer pour y aller. Il faut être là aux bonnes dates. Ouais. Il y a un côté ultra frustrant dans le sens où effectivement moi qui épie un petit peu les sorties des Tsukamoto, quand vous voyez que ça fait 6 mois que les gens l'ont vu à Venise et que nous on est toujours dans l'attente, c'est vrai que des fois on est là, ils en parlent sur internet et tout, et toi t'es là, tu bois un petit peu, tu dis mais quand est-ce qu'on va avoir le droit de le voir, quoi. Et je crois qu'on peut c'est ça. Donc c'est assez. Et ça permet aussi de préparer le terrain. Tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer à Venise ou à machin pour pouvoir aller voir. Non, mais comme vient de dire Swell, ça prépare le terrain. Ouais. Dans le côté exploitation, si t'as la communication qui se fait autour de ça et que les gens qui ont vu là-bas ont bien apprécié ton film, tu sais qu'il va bien démarrer quand il va sortir. Cannes est aussi par exemple devenu un putain d'argument marketing maintenant. Exactement. Ouais.
Voilà, il y a des films qui ont fait des succès, des mini buzz parce que ils sont passés à Cannes et s'ils l'avaient pas fait, tout le monde s'en fout complètement quoi. Même si Cannes perd de plus en plus sa vocation de défricheur de nouveaux talents pour quand on voit que Haneke a encore eu une palme, enfin tu vois ça devrait pas être le rôle d'un festival. Tous ces films sont bons, hein. C'est pas parce que le film est étiqueté Cannes que ça va mais être c'est un même bon pas une film, question que ce soit bon ou pas bon, c'est juste que Haneke, au bout de 4 palmes, j'ai envie de leur dire, écoutez les gars, mettez en avant un festival. Oui, normalement. mettez-la, donnez-la à quelqu'un d'autre, ouais. Voilà, je suis d'accord. Les Dardennes aussi, les mecs se gavent. Ah oui, maintenant c'est devenu bon, il y a plus de surprise, donc c'est un peu. Bah, il y a plus de surprise à Cannes, hein, parce que ça fait partie de la ligne de diffusion maintenant, comme c'est ça, notre premier maillon c'est le festival, et bah forcément, vu que ça peut aider, les grands noms l'utilisent aussi pour s'assurer que leur prochain film soit accueilli comme ça aussi. Donc c'est ça. Moi, si vous voulez, au bout d'un moment, l'inconvénient de. Pour moi, au début, le festival de Cannes était au service des réalisateurs, et j'ai vraiment l'impression que maintenant, c'est devenu très commercial entre guillemets, que maintenant c'est les grands réalisateurs connus qui sont maintenant au service du festival de Cannes pour faire le buzz et faire venir les gens. C'est assez étrange. Ça s'est un peu retourné pour moi. Ouais, c'est vrai, même, parce que Cannes, c'est devenu vraiment le truc où il faut mettre les pieds, il faut se faire voir. Enfin, c'est vraiment pas après le festival le plus intéressant à mon sens, hein, en tout cas, mais voilà, vaut mieux Deauville ou l'étrange festival qui est plus intéressant. Donc ça, c'était donc la première étape d'un film vraiment en marge des vraies sorties ciné, et après ça vient donc du coup la vraie exploitation. Voilà, donc après, il y a l'exploitation salle, on va pas revenir dessus. Donc ensuite, la sortie DTV, DVD Blu-ray. Donc gros. Donc là, t'as dit 4 mois. Comment ? Là, t'as dit c'est 4 mois maintenant, pour que ça puisse sortir en DVD Blu-ray. Parce qu'au début, c'était 6 mois, c'était même plus que 6 mois, si je me souviens bien. Avant, en France, c'était... au début, c'était 8 mois, il me semble. 8 mois. C'est passé à 6 mois, c'est resté pendant très longtemps à 6 mois. Et en fait, maintenant, c'est 4 mois, ce qui correspond à peu près à ce que font les ricains. Ok. D'accord. Sachant qu'eux, ils ont pas de règles fixes, mais qui font à peu près ça, quoi. Donc moi j'ai une petite question, qui n'en est peut-être pas une du coup, c'est peut-être juste un argument marketing pour faire monter la sauce ou je ne sais pas, mais comment tu expliques que certains films sortent en DVD effectivement 4 mois après, et par exemple il me semble que le deuxième Trois Frères, là il a fallu attendre beaucoup plus par exemple. Pourquoi certains films sortent vraiment plus longtemps en DVD comme ça ? Il y a un moment donné où... Ah ouais, il est pas sorti sais pas si 4 c'est mois pour après, le cas je sais pas si c'est le cas pour les deuxièmes Trois Frères, mais si ton film marche bien au ciné, t'as pas envie de le sortir en DVD tout de suite non plus, quoi. Après, voilà, il y a cet effet, c'est ce que font les ricains, il y a cet effet de pas le faire tout de suite pour créer un sentiment d'attente. Et puis pour que tous ceux qui veulent aller le voir au ciné aillent payer au cinéma, parce que c'est quand même là où tu fais le plus d'argent quand tu distribues des films, quoi. Ouais. Donc, parce que c'est 4 mois après la sortie en salle ou 4 mois après la fin ? Ça doit être après la sortie en salle. Voilà, donc si ton film ramène encore des gens après 2 mois, t'as pas envie de balancer ton DVD 2 mois tout de suite après. T'as peut-être intérêt à décaler ta sortie DVD pour... Un truc comme Intouchable, qui est resté dans les ciné je sais pas combien de temps, les gars, à mon avis, il n'est pas sorti 4 mois après, celui-là, il sortir... Oui, et puis aussi, faut créer le sentiment d'attente, parce que si le gars, il est allé le voir le film il y a 2 mois, et qu'il va revoir le DVD, il va peut-être pas l'acheter tout de suite, tu vois, parce qu'il va se dire, c'est bon, je l'ai vu il y a 2 mois au ciné, ça me sert à rien. Mais s'il le voit 6 mois après, il va peut-être le casquer plein pot, parce qu'il aura envie de le mater tout de suite, quoi. D'accord, ouais, vous avez raison. C'était pas une question surpertinente, mais ouais, effectivement, c'était quand même. Si, parce que ça explique exactement pourquoi ils font ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est exactement pourquoi c'est régulé comme ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, du coup, on a les grosses productions, mais aussi des petits trucs plus risqués, et justement des films qui ne sont même pas sortis au cinéma, qui se retrouvent sur les rayonnages des DVD. Ça, c'est intéressant, à mon avis, la démarche. Comment c'est décidé, pourquoi on se dit, il y a le cas forcément où tu trouves pas de distributeur, et tu vas le sortir directement, ou alors tu fais comme Moki, puis tu ouvres ton cinéma. Mais généralement, les distributeurs, ils ont déjà, parce que les films sont déjà prévendus, quand ils font un film, ils montent un projet, et les films sont déjà prévendus dans les pays, voilà. Donc du coup, t'as des pays qui vont, par exemple, on va prendre le cas de Dredd, qui va se retrouver déjà avec les droits d'exploitation, ils pourraient le sortir en salle, mais ils jugent qu'une sortie en salle n'est pas pertinente au regard du succès qu'a eu un film au box-office américain, et du coup peuvent décider de l'exploiter directement en DVD. Ok.
Mais Donc, ça, c'est en France. Comment Oui, il y a oui, des oui, en films France, qui sortent en direct en DVD aux États-Unis ou ils sont faits aux États-Unis. Donc, est-ce que il y a une partie où, à mon avis, ils trouvent pas de distribution, ou alors on leur dit bah non, on le sortira pas. Tout le monde leur dit bah non, on va pas mettre des thunes dans votre projet. Et donc ils se disent bah je m'en fous, je le sors en généralement, les DVD. films qui arrivent en direct to DVD aux États-Unis, c'est ça, c'est des films à moins gros budget. Et qui ont pas de distributeur pour une sortie salle, donc qui se payent juste une sortie DVD quoi. Généralement c'est aussi des films plus risqués, parce que s'ils ont pas trouvé un distributeur, c'est que les producteurs ont jugé que le film ne marchera pas en salle de toute manière. C'est ça, pour répondre à ta question, Swell, oui, en général ils le savent. Hein. En général, ils savent que bon, voilà, c'est un film. Oui, c'est pas quand le film est fini, c'est ça que je veux dire. Mais... En général, oui, mais il y a des cas où il peut y avoir justement, à cause de ça, des grosses enculades. J'ai hésité à parler de Dark Country, qui est pour moi un très bon film, un très bon exemple de direct au DVD, où il n'y a pas un maxi budget, et ce qui est quand même un film très très bon. Et genre, on a dit à son réalisateur, vas-y, ouais, depuis le temps que tu as envie de faire ton film, vas-y, on te le produit, sortir en ciné, pas de souci. Le mec fait son film, il y met vraiment ses tripes, et il redonne la copie, et le gars, il fait, c'est trop bizarre, direct to DVD. Et le gars a mis beaucoup de temps après, pareil, ce qui s'est passé avec le Snowpiercer, qui est quand même une sortie salle, mais qui s'est fait capoter par une sortie VOD dans la foulée, quoi. Et je me disais aussi que dans certains cas, il doit y avoir des mecs qui se disent j'aurais plus de latitude si je le sors en DVD, enfin si je trouve quelqu'un qui me le sort en DVD que au cinéma, quoi. Oui, mais il y a des gens aussi tu vois, dans un film où il y a moins de budget. Ouais. Je pense aussi qu'il y a des gens qui le savent et qui veulent avoir plus de confort, qui veulent se dire je vais faire mon truc chelou à petit budget et ça sortira que en DVD, mais au moins je l'aurais fait. Et ça permet, si le film existe, c'est déjà bien en soi. Donc ça te donne une alternative. Bah non, on te le fait pas du tout, si tu le veux en salle, on te le fait pas faire du tout, quoi. C'est ça, donc le direct DVD, ça te donne une alternative, c'est pas forcément t'as trouvé personne, donc si tu le sais toi que tu trouveras personne, ou alors t'as fait tous les studios puis t'as trouvé personne, mais tu peux te dire aussi bah mon film, comme t'as dit, il sortirait pas au ciné, dans tous les cas je le sais, et bah j'ai quand même un médium pour le sortir, et ça sera le direct DVD ou la VOD, quoi. Ouais, totalement, ouais. Et ben justement, j'aimerais bien rebondir un petit peu sur ce que représente quand même le direct to DVD, je pense pour moi, et dans l'imaginaire collectif. Enfin, moi, je résumerais quand même l'histoire du direct to DVD, que ça a commencé par vraiment des films vraiment, on va dire médiocres, très médiocres, qui étaient vraiment de la série B, quoi. Vraiment de la série B, voilà, comme des productions Trauma, Asylum. Parce qu'on parlait, les Sharknado, quoi. Enfin, voilà, Sharknado, vraiment, les Cigales, tout ce qui est Cigales, des films. Voilà, exactement. Des plaisirs coupables, on va dire. Des sous-vendames. Des téléfilms, quoi. Des téléfilms que tu peux acheter sous forme de disque. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on va dire c'est un peu ça. Voilà, c'était vraiment des trucs sans ambition. Et j'ai trouvé que petit à petit, en avançant dans le temps, ça s'est un petit peu démocratisé et maintenant on trouve des véritables pépites en direct ou DVD. Et j'irais presque jusqu'à dire que ça a remplacé un certain pan du cinéma qu'on avait dans les années 80-90. Moi, je vais prendre l'exemple, ça me touche parce que j'adore ça, mais des mindfuck. Le mindfuck ne sort plus au ciné. C'est terminé. Et maintenant, le direct to DVD qui était quelque chose d'honteux. C'était honteux, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai qu'avant c'était honteux, c'était vraiment le plaisir coupable, quoi. Voilà. C'était les DVD à 2 ou 5 euros que tu trouvais à chaque fois dans les bacs, entre potes, allez, on va se regarder ça, quoi. Tu me donnes un pur exemple qui va me permettre de rebondir également là-dessus, c'est parfait. Donc oui, c'était honteux, et maintenant je trouve que c'est vraiment pour moi, par exemple, une niche incroyable. Je vais chercher mes films là-dedans, et je me prends des claques. Je me suis pris quelques pichenettes avec des direct to DVD, et là je viens de me prendre une grosse claque, ce qui est quand même hallucinant, je trouve, pour des direct to DVD. Et pour rebondir là-dessus, sur le coup des bacs et tout ça qui est un petit peu pourri, j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec les réalisateurs de Résolution après avoir vu le film. Et ils veulent pas trop nous parler du film, parce que vraiment ils veulent que ce soit aux spectateurs de le découvrir. Donc j'ai orienté la discussion sur justement le sujet qu'on avait préparé et leur distribution en VOD. Parce que il n'y a même pas de DVD, c'est uniquement de la VOD. Comme ça on fait le pont, on passe sur la VOD. Ouais. Eh bien allons-y, voilà. Donc eux, c'est carrément de la VOD.
Et je leur ai demandé s'ils n'étaient pas un petit peu déçus de ne pas avoir eu l'honneur des grandes salles ou du cinéma. Et eux, au contraire, ils sont ravis de même pas avoir l'objet DVD, mais avoir carrément de la VOD directement. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui était inenvisageable. Ça pouvait absolument pas passer au cinéma. Donc pour eux, il n'y a pas trop de soucis. Ils sont ravis d'avoir fait un film qui existe, comme vous disiez tout à l'heure, même si ça passe pas au cinéma. Et justement, eux, leur hantise avec le direct to DVD, c'est de tomber dans un bac, dans un Walmart, entre 40 DVD dégueulasses à 20 balles ou à 15 balles, etc. Et que les réalisateurs sont vraiment ravis de pouvoir dire à leurs amis, à leurs connaissances, et les gars, on a fait un film, tu peux le télécharger. Vous pouvez cliquer sur Amazon et pour 5-7 euros, vous pouvez le regarder. Ouais. Non, mais c'est que, à mon avis, le direct to DVD en DVD, il a encore quand même le côté honteux qui est à Walmart dans le bac à $5, alors que le VOD, il est, c'est devenu presque, c'est admis maintenant que ton film peut juste sortir en VOD, et c'est facile, t'es chez toi, t'as pas à le prendre de nulle part, il est là, tu cliques, c'est beaucoup moins honteux que d'aller passer à la caissière avec tiens regarde j'ai acheté Sharknado 4 quoi. Mais après même voilà niveau sous-sous, une sortie DVD a quand même toujours un coût donc qui va rentrer dans le budget du film quoi. Puis il faut l'organiser aussi parce que la VOD elle a un coût aussi. Et quand tu presses des CD tu fais un certain nombre et si tu les vends pas tous ben t'es baisé enfin tu vois alors que VOD t'as aucun problème, il est sur la toile, c'est juste un fichier, tu payes ou non pour le regarder et puis voilà quoi il y a un coût quand même pour les gens qui sortent leur film en VOD forcément puisque non mais il y a un coût mais il est moindre, il est encore moindre. C'est ça, c'est toute la logistique est pas là déjà le DVD est moindre par rapport à la sortie en salle Les réalisateurs m'ont confirmé ça et ils vont même carrément eux plus loin en disant que la VOD, comme vous le disiez, t'as beaucoup moins d'argent en termes de marketing, en termes de création, etc. Et que pour eux, ça influe même dans le film en lui-même, dans le sens où maintenant pour eux ça a carrément ouvert quelque chose où t'as plus besoin d'énormément d'argent pour réaliser un film. Resolution a été fait pour moins de 1 million d'euros, ce qui est absolument hallucinant pour la qualité du film, et que selon eux ça va même plus loin dans le sens où carrément avec ce nouveau système de VOD on a même plus besoin d'avoir même un David Hasselhoff ou un second acteur à moitié connu de sous-zone. Maintenant on peut vraiment faire des choses avec aucun acteur connu, juste balancer un visuel sans la grosse tête d'un acteur et maintenant ça passe parce que selon eux aussi ça a également éveillé un certain type de la population à devenir un petit peu plus curieux et vraiment moins hésiter à aller regarder des films un peu plus bizarres quoi. C'est ça que j'allais te dire. Et ils m'ont cité Kill List que j'aime beaucoup d'ailleurs en exemple de ça qui pour eux est un film incroyable et qui a été fait avec rien et qui n'aurait jamais pu exister au cinéma et c'est vraiment la VOD et le direct to DVD qui ont rendu ce genre de film carrément possible. Donc pour eux c'est vraiment génial. J'aurais pas cru moi, tu vois. Mais moi je suis d'accord parce que on dit souvent pourquoi, on en a parlé dans les podcasts avant, pourquoi les gens au ciné ils vont tous voir X-Men 17 alors qu'il y a d'autres films intéressants, machin et tout, parce qu'ils veulent pas prendre le risque et parce que c'est cher, etc. La VOD c'est pas cher, c'est chez toi, donc t'as pas à bouger ton cul pour aller voir un truc qui peut-être va te déplaire. Et c'est pas cher et c'est facile. Donc et puis ça peut être viral, c'est plus facile de conseiller le truc à ton pote, de dire tiens voilà le lien, tu payes 3 € et tu vas regarder ça quoi. Et puis il y a pas que à la sortie du film aussi après, c'est-à-dire que t'as tous les sites où tu peux Amazon ou iTunes et tout ça où on peut le louer ou le re-regarder, Netflix et tout ça où tu peux re-regarder ton film plein de fois et c'est quand même beaucoup plus il est disponible, il est là tout le temps donc ça facilite. La VOD permet devient vraiment un support alternatif hyper intéressant quoi. Bon après en France nous on a le représentant Welcome to New York qui est pas forcément le plus pertinent mais il y a Europa Report aussi que j'ai pas encore vu, Christophe m'a dit que c'était pas mal qui a été fait que pour la VOD, qui a été fait en vue d'une exploitation VOD et je crois que finalement du coup il est sorti en DVD chez nous en France. Je pourrais pas te dire ça. Je suis pas certain, faudrait vérifier. Mais je crois que du coup le film est sorti en VOD aux États-Unis et a eu son petit succès qui a permis une exploitation DVD après coup. Ouais.
Voilà. Donc, non, mais ouais, je pense que... Le danger avec la VOD, c'est que comme c'est un fichier, après, ça facilite encore plus le fait que il peut être téléchargé illégalement, quoi. Le film peut être piraté plus facilement ensuite. Ouais, ça, du coup, on peut en parler, parce que bon, je pense qu'on télécharge peut-être tous un petit peu. C'est pas vraiment... c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Non, illégal. Mais après, peut-être que je pense que les offres VOD sont encore un poil trop chères. Il y a Netflix qui arrive en France, qui pourrait ça va arriver en France, et moi pour avoir utilisé toi Netflix pour connaître depuis, bien Swell, t'en penses quoi? Ça fait 5 ans peut-être que je regarde Netflix maintenant, donc si jamais vous connaissez pas, c'est la location est limitée. Tu payes $8, un truc comme ça. Je paye $8 par mois et je regarde tout ce que je veux. Voilà, après il y a pas tous les films, et il y a un catalogue, mais il y a un catalogue, voilà. Je suis au Canada, c'est limité. Si tu trafiques un peu, tu peux regarder le Netflix US, qui est vraiment impressionnant. Le catalogue est vraiment gigantesque. En plus, ça te permet, il y a des documentaires aussi, il y a des séries télé, etc. Donc c'est de la location chez toi, quoi, grosso modo. Et c'est même pas de la location, vu que c'est comme Spotify avec la musique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de la location. C'est de la location parce que tu payes, tu possèdes pas le fichier. Tu gardes, tu possèdes pas le truc, mais c'est illimité. C'est-à-dire que c'est la carte illimité chez toi. Tu payes ton abonnement, tu peux trop regarder le film autant de fois que tu veux. Oui. Autant de fois que tu veux, autant de films que tu veux, tu peux faire tourner Netflix 24 heures sur 24, il y a pas de problème. Je trouve ça formidable, et bon, j'espère que ça arrivera en France. Et c'est comme Spotify pour la musique, c'est ce qu'ils font avec Oyster pour les livres maintenant, voilà, tu payes une licence, quoi, et puis tu regardes autant que tu veux. Et le téléchargement illégal est illégal, donc j'ai jamais téléchargé illégalement, mais depuis que j'ai Netflix, j'ai encore moins téléchargé illégalement. C'est-à-dire que, vu que c'est là, non, on va pas se voiler la face, oui, j'ai téléchargé illégalement, ça m'est arrivé. Et avec Netflix, surtout maintenant, parce que Netflix, ils ont de plus en plus de pouvoir. Dès maintenant, ils produisent leurs propres séries. Bientôt, ils parlent de faire leurs propres films, de produire leurs propres films peut-être. Donc d'être un studio de production. Mais ils ont les films de plus en plus rapidement, qui arrivent de plus en plus rapidement sur Netflix. Et il y a pas le besoin d'aller télécharger illégalement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je vais encore aller plus loin. J'ai envie de leur dire, vous voulez pas que je télécharge? Donnez-moi Netflix, puisque comment, par exemple, je pourrais voir le dernier de Tsukamoto, les gars? Je ne peux pas si je télécharge pas. Je ne peux tout simplement pas. C'est ça. Dans le cas je peux même pas acheter le DVD là-bas, puisque c'est zoné. C'est zoné, ouais. C'est ça, ouais. Tu peux même pas te commander un DVD, ça va être zoné. Dans le cas où c'est pas disponible chez toi, honnêtement, le téléchargement illégal, tu peux pas Enfin, c'est dur de dire, ça devrait pas exister, quoi. Le film, c'est pas disponible là où t'habites. Donc tu veux quoi, que je t'envoie $20 par courrier, puis toi tu m'envoies un truc? Non, c'est même pas possible. Donc là, le téléchargement illégal, c'est quand même difficile. Mais ça, tu vois, c'est un truc que les ricains ont compris et que les Français arrivent pas à piger. Ils comprennent toujours pas. Netflix, là, ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il y a trop il y a trop de cols blancs au CNC et compagnie. Je pense qu'en France, il y a trop de riches qui veulent pas perdre leur richesse. Vraiment, ils veulent pas que ça diminue. Il y a une question aussi du fait qu'en France, la consommation du film inclut beaucoup des films étrangers, alors qu'aux États-Unis, la consommation sur Netflix, il y a un petit truc film en français ou film étranger, mais la grande majorité, c'est des films US, donc les droits, ça se négocie pas pareil, c'est un peu différent. Donc du fait que la France, ça soit un consommateur parce que Netflix avec juste des films français, ça serait facile. Un catalogue comme Pathé pourrait ouvrir sa propre plateforme de VOD et bien déjà sûr, proposer pas mal de films, tu vois. Mais ça viendra. Oui, ça viendra. De toute façon, il y a un moment donné. Ils ont l'air d'y aller à reculons, quoi. Moi, ils iront. Netflix aux États-Unis, ils y sont allés à reculons quand même. Hein. Et puis Spotify aussi, ils se font quand même bien cracher dessus par tous les artistes qui touchent pas une thune. Donc forcément, c'est difficile à mettre en place, etc. Mais je suis sûr que si on regardait les chiffres du téléchargement illégal, je suis sûr qu'avec des choses comme la VOD et Netflix, ça a diminué. Et ça, c'est obligatoire. Absolument, c'est obligatoire. Ouais, et s'ils ouvraient Netflix à, je sais pas, si les mecs qui ont fait Résolution avaient pu sortir Netflix directement, leur film sur Netflix directement, imagine le nombre de vues qu'ils auraient eu, quoi. Donc une plateforme comme ça permet. En plus, il y a pas mal de films indés sur le Netflix US. Il y a pas mal de merde aussi. Oui, parce que pareil, on pourrait partir du principe que Netflix produisent aussi des films de la même façon qu'il y a eu Europa Report ou autre chose, quoi.
Mais ils y pensent. Ils ont produit, comme je disais, des séries voilà, ils font eux-mêmes. leurs séries, donc pourquoi pas Ils font des leurs films. séries. Pourquoi pas des films? Donc ils ont appelé aux réalisateurs indés de dire présentez-nous des projets. S'il y a un truc qui vraiment claque, et ben on le mettra. Et pourquoi pas quoi. Ça pourrait être une nouvelle opportunité pour les spectateurs, mais aussi pour les réalisateurs et enfin ceux qui font des films. Ouais, carrément. Ouais. Bon, après, alors, on va faire un petit mot et tout, donc sur la télévision, quoi, qui arrive en bout de chaîne 48 mois après. Ah, c'est bon, dur. on passe, avant, on a la télévision payante, donc genre Canal+, tout ça, qui propose des services de VOD, mais avec des catalogues pas forcément folichons. Ouais, et avec... Quoi Canal, et c'est encore pas mal, je crois. Hein. Je l'ai pas. Donc je vais vous dire qu'en 2014... payer 40 balles pour avoir Canal ou payer 8 € pour un Netflix pour regarder ce que tu veux quand tu veux, il n'y a plus photo. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est qu'ils sont sur un schéma archaïque encore. Et à un moment donné, quand même, Canal a fait énorme pour le cinéma avec le studio et puis permettre aux gens qui, tu pouvais voir ton film sur Canal, pas trop, longtemps après, mais quand même beaucoup plus tôt. Ils ont fait beaucoup, mais ils se sont laissés dépasser, quoi. Enfin... Oui, je dis ça aujourd'hui comme ça, mais c'est vrai que Canal, c'est quand même magnifique. Ils proposaient des rediffusions. Les 2 dernières rediffusions, quand j'étais plus jeune, ils passaient de la VO pour les films. En VO, c'était à le l'époque, premier... À l'époque, c'était genre, waouh. Moi, j'avais le voisin qui avait Canal, je lui demandais souvent de m'enregistrer des films sur VHS, mais oh my god, quand il m'en enregistrait en VO, je fais, il y a de la VO. Alors, je lui demande, mais c'était fou, c'était génial. Tu vois, à l'époque, c'était incroyable de voir un film. Je pense qu'ils ont compris que ça a changé parce qu'ils développent quand même de plus en plus leurs propres émissions. C'est moins une chaîne de cinéma qu'avant. Et ils développent leur plateforme VOD, à mon avis. Donc, ils l'ont compris, mais ils auraient pu être leaders. Et ils se sont laissés passer. Mais c'est difficile contre, je sais pas, Netflix, quoi. Tu peux pas lutter. Oui. Non, mais c'est bien résumé, je pense. Ouais. Je pense qu'on a bien résumé Canal. Ouais. Mais il y a la VOD aussi ou téléchargement sur iTunes où tu peux la louer, ça dure 3 mais là, jours. c'est cher, c'est vraiment de la location. C'est vraiment cher. Tu payes 5 € pour un fichier qui reste 48 heures sur ton disque. 5 € tu te promènes un peu dans les brocantes ou les trucs de DVD d'occasion. Pour 7 €, 2 € de plus, tu peux avoir un vrai DVD. Même pas, des fois dans les bacs, t'as des trucs bradés, genre tu prends pour 10 €, t'as 5 DVD. C'est vrai. Tu peux trouver des trucs en dur, quoi. C'est vrai. Donc, non, ça, je trouve que c'est cher sur iTunes. Moi, je dirais qu'en tout cas, la multiplication comme ça des médiums, ça a probablement profité probablement pas aux gros studios, mais aux artistes qui avaient moins l'opportunité de s'exprimer au début, quoi. C'est heureusement le bon côté, parce que sinon, ça c'est triste quand même. Et aux spectateurs, oui, je pense. Oui. Ça apporte plus de choix, plus de prise de risque, ça apporte des films maintenant qu'on peut faire pour vraiment pas beaucoup d'argent. Et bon, c'est le cas de ceux qu'on a cités, par exemple. Et c'est vrai que ça c'est une liberté qu'avant on n'avait pas. J'ai envie de dire, c'est comme moi, mon métier est celui de Quentin aussi. Moi, voilà, je réalise des clips. Mais dans les années 70, 80, 90, mais c'était pas possible. Il fallait un gros studio, il fallait Et voilà, le fait de la démocratisation des outils, des moyens de diffusion avec Internet, ça donne quand même des opportunités assez incroyables, même si on n'a pas le prestige d'avoir des vraies diffusions, on se fait notre petit truc underground, j'ai l'impression. Donc c'est moins prestigieux, on n'a pas, ces petits réals n'ont pas le bonheur d'avoir leur film dans des vraies grandes salles et tout, mais c'est pas grave, comme disait Quentin, ça a le mérite d'exister, c'est là, et ça encourage un cinéma alternatif et différent. Après, je ne vais que quand même être déçu de voir des grosses productions, des Marvel et des couples qui s'engueulent dans des cuisines au cinéma et qu'on ne m'autorise pas à voir des résolutions, des dark country, des scenic routes, des trucs comme ça dans un cinéma. Dieu sait si j'adorerais. La VOD est pas encore assez, peut-être pas encore assez développée, et quand les gens vont avoir toute cette qualité à dispo, peut-être qu'ils iront plus voir les blockbusters tout pour un. Mais aussi, à mon avis, il y a quand même une partie pour défendre les blockbusters et tout ça. Enfin, défendre pas vraiment, mais pour l'expliquer peut-être. Mais même moi, moi j'aime bien les blockbusters. Attendez les gars. Non, mais pour l'expliquer peut-être aussi, c'est quand même. Attendez 30 secondes. Les blockbusters, je suis pas en train de les casser. Je dis juste que. Non, je suis d'accord. Il y a plus que ça. Ou des espèces de films chiants un petit peu. Genre, moi, les mindfuck, de la bonne SF un peu bizarre, on nous en offre plus au cinéma. Les films d'horreur maintenant au cinéma, c'est avec soit une maison hantée, soit des vampires, ou soit un couple. Parce qu'on t'a donné l'alternative VOD, et une fois que l'alternative
existe, il n'y a plus besoin qu'il soit là au cinéma. Mais Enfin, il si, y a plus moi besoin je veux les même savourer non. dans des grandes salles sur des grands écrans. Oui, mais pour toi, mais pour le studio, quand tu penses au studio, il a plus à se faire chier à prendre le risque de le mettre au cinéma. Il peut le sortir comme ça. Et il va payer c'est ce triste. genre de film probablement avec des blockbusters aussi, quoi. Ah. Ce qui est vraiment triste, je suis d'accord avec toi, mais les blockbusters, ça, à un moment donné. Et ça aussi, c'est une excuse qu'ils utilisent trop souvent. Ah bah oui, bah on fait X-Men 7 pour qu'on puisse financer à côté. Forcément, ils financent Alors pas ça, tout. je peux ce vous qu'ils dire que je l'ai pourraient, quoi. entendu dans le monde de la musique aussi. Hein. Alors là, Bah c'est oui, pareil, bien hein, ça, tu sûr, l'entends. bien sûr, bien sûr. Ce qui est pas totalement vrai, mais ce qui doit être un tout petit peu vrai. Ce qui est hein. un peu, mais peut-être pas autant que qu'ils le veulent Exactement. le faire croire, quoi. Non, mais je suis Exactement. d'accord. Et du coup, donc, ouais, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que la VOD, c'est peut-être un petit peu l'avenir de ce qu'on peut trouver bien. Pour moi, clairement, chouette. vu qu'il y a de moins en moins de choses qui me plaisent au cinéma, pour moi maintenant, je vous dis, mes films, je les cherche vraiment dans la j'ai plus honte. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai plus honte de dire je vais la chercher dans les VOD. Alors qu'il y a encore 6-7 ans, oh là là, la VOD, les direct to DVD, mais non, c'est pas des vrais films. Et ben maintenant, j'ai plus honte, je suis limite même content de me dire, alors fais voir ça. Comme je suis tombé sur Révolution par hasard, mais quel bonheur. Et ben voilà, ouais, on conclut là-dessus, vous croyez? J'ai l'impression qu'il me manque plein de choses à dire, mais vous pensez qu'on a fait le tour, hein? Ah bah, je sais pas, c'était encore... Je pense que ouais, on a dit on n'a pas vraiment dit pourquoi ça serait mal, parce qu'apparemment on a tous l'air de dire que c'est plutôt bien, quoi. Bah c'est mal parce qu'il y a Welcome to New York. Oh là là, c'est petit aparté, les gars, on m'a tellement dit que c'était dégueulasse et tout, que j'ai quand même zioté en vitesse. Le Depardieu dedans, il est dégueulasse. C'est dégueulasse à regarder, c'est dégueulasse. C'est Depardieu pendant 1 heure qui est... Mais en plus, il joue même pas, moi. Pour moi, c'est Depardieu, hein. C'est pas... C'est horrible. Mais parce qu'il est en VOD, moi je peux le voir ici. Alors que probablement il serait jamais sorti ici, quoi. Oui, en plus, ouais. Quand tu dis que des bons côtés à la VOD, moi je vais me répéter, mais pour moi ce qui reste le mauvais côté, c'est que maintenant c'est allez hop, exploitation en vitesse, Ouais, on s'en bat les couilles des salles, je suis tu regardes ça dans ton salon, et puis c'est bien pour les gens que c'est. Voilà. Oui, voilà, parce que moi j'aime encore bien aller au cinéma. Et, ouais, ça manque ça l'expérience, c'est ça qui est l'expérience. Moi je vais vous dire les gars, Monsters, je l'ai vu au cinéma, mais quel bonheur! J'aurais tellement aimé voir Résolution au cinéma aussi, tu vois? Ah ouais, oui. Non, je suis d'accord. Voilà, et pour moi, c'est quand... Et puis aussi, le dark side, c'est que, putain, personne n'en parle, quoi. Je sais pas si avec la VOD, ça va devenir mainstream quand même. On parle quand même que des grosses prods qui sortent au ciné, croyez-vous? Non, ça va venir. À mon avis, ça va venir. Ouais, parce je pense aussi. Voilà, il faut trouver. Parce que je pense que le public va pas encore forcément chercher. Tu vois, toi, tu le fais, Christophe. Tu vas fouiller dans les petits trucs pas connus. Mais les gens le font pas. Les gens le font pas. Ouais, je pense que les gens le font pas encore, mais parce qu'ils savent peut-être pas forcément que ça existe. Mais en plus, ce qui est difficile avec la VOD, c'est que surtout en France, où ça vient vraiment à reculons, quoi. Et ce qui est difficile avec la VOD, c'est que c'est pas instantané, c'est-à-dire que c'est pas une sortie au ciné qui va durer 3 semaines où on va pouvoir communiquer à mort pendant 3 semaines. C'est pas Sharknado qui sort une fois à la télé où tout le monde va tweeter en même temps. La VOD, il est là et puis il a 2, 3, 4 ans devant lui. Sur la longueur, quoi. Mais comme des films qui sont sortis en DVD et qu'on fait des bides au cinéma, je pense à Donnie Darko, et qui ont pris un statut culte en DVD après coup. Un statut on culte, mais au final, c'est vrai que ça peut être une belle revanche. The Thing de Carpenter, même chose. Il y a des films magnifiques qui ont effectivement une brillante carrière. Dread, pour en citer un récent, qui s'est entre guillemets refait un petit peu avec la sortie DVD. Sinon, il était enterré. Ouais. Ben c'est ça. Non mais c'est sûr. Ouais, ça c'est pas effectivement, c'est pas à négliger. Ouais. Donc voilà, bon, un petit mot sur TF1, France 2, France 3, M6, ou comme vous voulez. Quentin voulait pas trop, hein, tu m'as dit que c'était... Non, parce que moi c'est vraiment un truc que je regarde plus, je trouve que ça a peu d'intérêt. Ça va mourir, quoi, ça va mourir, sauf pour les rediffs, à mon avis. Les trucs que tu peux rediffuser 15 fois, ou La Grande Vadrouille 1 fois par an, quoi. Je suis moyennement d'accord avec vous. Pour moi, ça reste quand même... l'outil de diffusion encore majeur dans les foyers, que vous le veuillez ou non. Je pense qu'on est encore pas. Je pense que moi, la révolution Internet, elle est encore pas là. Quand il y a des gens qui me disent, moi, je regarde plus la télé c'est mort, c'est terminé. Non, c'est pas vrai, parce que nous, on est jeunes, c'est tout, mais non. Dans les foyers en général, la télé reste encore. Il y a encore ce mouvement de rassemblement. Regardez les top Twitter. Mais nous, mais bien sûr. Tu vois, on est quand même à moitié adulte. Non, mais moi, je suis pas en train de dire qu'elle est morte. Elle tourne, elle marche tout le temps. Il y a les infos, il y a les. Moi, je lui laisse encore une dizaine d'années, même pour le cinéma.
Bien oui, sûr, oui, non, mais ça sera, c'est pas là où le film va, la première visionnement du film va arriver, quoi. La majorité des films alors qu'avant, tu regardais, il fallait que, si t'avais pas Canal, bah t'attendais que TF1 monte ton film le dimanche soir. Donc, alors ça que c'est je veux plus le dire, cas c'est que maintenant. Ça, c'est vrai que maintenant, c'est tu... plus- Oui, voilà, plus moi du c'est ça tout, ouais, que je veux dire aussi. Hein. c'est une rediff, c'est ça que je disais, c'est les films qui sont rediffusés, ou alors c'est un film que t'as bien aimé au ciné, ou en VOD, ou en DVD, etc. Bah tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se fait chier, bah ouais, bah tiens, il repasse Die Hard 4, ah bah tiens, on va regarder Die Hard 4. Enfin, ça reste dans l'optique là, mais c'est de plus en plus... ils ont du mal, ils le disent eux-mêmes, quoi. Il faut qu'ils fassent plus de contenu que, maintenant. comme je voulais dire, que la France est quand même un gros consommateur, on va dire, de télé, enfin, un gros producteur de films grâce à la télé, quoi. C'est pour ça qu'on a autant de comédies dégueulasses, parce que TF1 donne des sous pour pouvoir passer un truc à 20h le dimanche. Enfin, 20h. Bah oui, c'est ça. Oui, il a entièrement raison, ça. Il en a entièrement raison. Et on avait peut-être abordé ça dans un débat, je ne sais plus, non? Je suis même plus sûr. On en avait peut-être déjà parlé, ouais, je sais plus exactement. On se répète, les gars, on devient vieux. Ouais, on devient des vieux, là. Oulala. Et ben non, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc la VOD, les DVD, allez fouiller dedans, allez voir ce qu'on peut trouver. Y a pas que les grosses sorties ciné qui existent. Hein, Ouais. Et ça permet de voir une merde comme Sharknado 2, aussi. quasi gratuit ou gratuit, et bah voilà, t'as perdu juste ton temps, t'as pas perdu 10 boules au cinéma, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, et ben on se fait un petit games pour se détendre. Ouais, game on! Un petit games, oh putain! Oh my god, that's some funky shit! Et voilà, on va clôturer comme à l'accoutumée par le putain de game. Le game. J'ai de la revanche à prendre, moi. On va jouer au jeu des acteurs. Donc l'un donne un nom d'acteur et on se fait un ping-pong de filmographie. Et celui qui perd aura un gage et celui qui gagne le maximum de points donnera le gage à l'autre. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti! C'est bon, c'est parti. Donc je vais vous donner le nom de Christopher Lloyd. Ouh, Christopher Lloyd. Allez, j'y vais. Retour vers le futur 1. Et donc on n'a pas le droit de dire 1, Allez, 2, 3, 4. les Retour vers le futur. Si. Ah bah, Retour vers le futur 2. Retour vers le futur 3, toi. Et à toi, Swell. Bah pas déjà. Bah si, mais je vous le dis, moi, ça me... ça me met là... À chaque fois... Putain... En direct sur LTV, c'est ça le titre en français? Ouais. C'est quoi ça? Il est pas dedans. Si, il est dedans. Ah, si, c'est le faux Truman Show. Ouais. Eh bah, il est dedans. Ah oui, bah oui, il est dedans. Ouais. Attends, Chris. Et pourquoi il y en a un paquet, les cocos? Ouais, mais tu le zappes. Ouh, Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit? Roger Rabbit m'a tué. Le bâtard. Marty. Attends, je cherche un vieux. Cluedo. Oh là là, mais alors lui, il a trouvé vraiment... Il est sérieux, là? Il est sérieux? Ah oui, je suis sûr. Quentin, vérifie sur IMDb. Il faut que j'aille vérifier, oui. Alors, Cluedo. Ah oh oui, putain, j'en ai un autre. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oh merde. Christopher Lloyd. Des mecs. Oh putain, vol au-dessus d'un nid de coucou. Oh le bâtard. Voilà. J'en avais un et je l'ai perdu de nouveau. Ah. Famille Adams. Oh, Fester Adams, bordel de merde. Christopher Lloyd. Piranha. Ah voilà, Piranha. Oh le bâtard. Il en a trouvé un. Ah, moi je suis foutu, je pense. Bon, Soel. Ah, je suis mort. Tic-tac. 4. Tic-tac. 3, 2, 1. Non. Allez, c'est bon, tu rentres chez Watt. C'est bon. Christophe, 1 point. Putain, j'en ai trouvé plus que ce que je pensais par contre au début. Hein. Christophe, à toi de balancer. Oh, ça va faire mal. Et allons-y dans la gaudriole, hein. Là ça va être le duel de fou, Stallone. Arrête ou ma mère va tirer. Ouais, Get Carter. Copland.
Expandables. Kid Carter. Tango et Cash. Bah Rocky. Cliffhanger. Ah merde, je remarque plus le titre du truc. Bon bah Rambo, tant pis. Ouais, j'allais dire, on a essayé de tourner autour des super connus. Driven. Putain, Driven. Ouh, les références d'outre-tombe. Ah ouais. Attends, là tu t'as balancé du lourd. Allez, ping-pong là. Match retour. Judge Dredd. Ah putain, Judge Dredd. Merde, je me rappelle plus le truc là. C'est pas bon le truc là. Ouais, je sais. Bah écoute, je mets Rambo 2. Hein. Oh le on se save. Daylight. Tu sais, lui que je cherchais. Merde, sale bâtard. Le tunnel. Ah ouais, le tunnel. La prochaine fois, on prend le pont. Rambo 3. Oh là là, Cobra. Ah oui, Cobra, excellent Cobra. Bon, excellent Cobra. Marion Cobra. Moi je dis over the top, the best. Oh non, c'était mon prochain. Ah bah ouais. L'expert. Oh oui. Assassin. On l'a pas dit celui-là. Oh merde. Non, on l'a pas dit. Non. Attends. Bah Rocky Balboa, ça me laisse le temps de réfléchir un peu. Ah bah oui, le dernier, il a raison. Oui. Attends, j'en ai un de tueur. Detox. Oh. Demolition Man. Oh, Demolition Man. Avec les coquillages. Ah putain, je sais plus, j'en ai plus là à force. Moi, celui qui tue en plus après. Bon, je me save avec le Expandables 2. Oh là là, c'est moche. Hein. Ouais, je sais. Bah, l'Expandables 3, hein, je te le laisse pas, moi je m'en fous. Ah, bâtard. Bah, Rambo 4, tiens. T'as raison. Oh. Non, il a dit. Ah non, il a pas dit celui-là, mais oui. C'est pas Rambo 4. Ah, Rambo, allez, pardon. John Rambo. Ah, c'est une mauvaise réponse, allez. Allez, bâtard. Non, c'est bon. Ah, de toute façon, j'arrive au bout. Putain. On a dit. Putain. Quand il est dans la prison, là. Quand il est dans la prison. Tango et Cash, on l'a dit. Non. Tais-toi. Attention. Haute sécurité, quand il doit se. lock. Ah si, oui, c'est lui. Il doit s'évader et tout ça, là. Enfin, il doit oui. Et du coup, ça en fait Franck Léon. Évasion, escape play. Putain, j'arrive à la fin, mais l'étalon italien. Ça c'est bas, ça c'est incroyable. Et je pense qu'avec ça je devrais gagner automatiquement. Ah j'ai envie, ouais. Une balle dans la tête, non du plomb dans la tête. Ah non mais je pensais juste parce que pour l'avoir sorti j'aurais dû avoir un point pour ça. Du plomb dans la tête, putain je l'ai même pas vu celui-là, merde. Oh je peux pas perdre sur Stallone, c'est bâtard. Après moi j'en ai plus, je crois. Oh, c'est un caméo mais on a le droit. Ah oui? Ah il est dans Taxi 3. Oh putain, j'attendais que quelqu'un me le sorte, magnifique. Oh merde. Et l'étalon italien et Taxi 3 il a gagné, dépêche-toi d'en trouver un parce qu'il a gagné là. Les armes. Allez, ah ouais, franchement là tu mérites tellement ton point. On doit être vraiment proche de la fin de sa filmo là. Ah ouais, non mais vous avez roxé, il restait Oscar, Rhinestone, des trucs pas connus, vous avez tout fait. Bon, et bah écoute, ok. Ok, un point pour moi. Spy Kids 3D, hein, Spy Kids 3D. Ah ouais. Non, il est allez, je vous en balance un, comme ça. Steven Seagal. Oh putain, là j'ai la chier là-dessus. Moi je connais pas les titres. Vous en connaissez quelques-uns quoi. Tellement dur. Bah, je commence avec Machete. Mais on connaît pas les titres, Steven Seagal. Oh, ah ouais. comment Piège en haute mer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez, t'as gagné, c'est bon. Ah mais... Bah non. Mais tellement en plus. Putain, il a fait quoi d'autre le gros Steven? J'en ai vu il y a pas longtemps en plus. Le Yannick Dahan, il en avait parlé dedans, mais je me rappelle pas du titre. Revanche du Catogan. Je sais pas. Non, bah tant pis. Tic tac. Tic tac. Christophe, deuxième point. Non, mais ouais, il y avait piège en. Je peux pas là, Steven Seagal. Il a dit piège en haute mer, il y avait piège à grande vitesse. Ah là là. Ouais. Non, mais moi je peux pas.
Ok. Cigale. Christophe, Avec la c'est bon. pute dans le gâteau d'anniversaire. Bah oui, c'est piège en haute mer avec la playmate. Ah voilà. Eh ben, voilà alors. Allez, Christophe, t'as gagné, t'as 2 points. Quentin et moi, on lutte. Il est con parce que moi j'aurais cité Sheriff Seagal, là, son émission de télé-réalité. Je le connais pas, moi, ça. Et puis c'est une émission de télé, c'est pas un film. Allez, Chris, balance-nous-en. Merde, du coup c'était pas prévu. C'était pas prévu. Un où on connaît bien, là. Oh bah l'autre tu dis ça, il est... Bah non, mais on en a fait un dur, un facile. Bruce Willis. Oh, c'est parti. Ouais, putain, ça va être long, là. Quentin, tu commences ou Je commence. Bon, Vas-y. bah, Die Hard, Dépêchez-vous, c'est ping-pong. facile. Bon, bah Die Hard 2, allez, on continue. Hein. Allez, on se les fait tous. Die Hard 3. Die Hard 4. Et puis Die Hard 5. Ok. Comment c'était quoi déjà le titre là? C'est bon, on a fini ça. Allez, on s'en bat les couilles. Pulp Fiction, allez. Qu'est-ce putain, Bruce Willis, c'est sûr. L'autre, il est 16 déjà- blocs. Le 5ème élément. Putain, j'y arrive plus, hein. Allez, là, Bruce faut que ce soit Willis, Sin ping-pong, City, là, c'est pardon. trop long. Le bûcher des vanités. Voilà, Merde, j'en avais un et j'ai oublié le titre. Mon voisin me tueur. Le dernier samaritain. Avec Kim Coates. Avec Kim Coates. Attendez, vous me stressez à mort là. C'est le but, c'est le but. The Last Man Standing là. Ouais. Le Ok. truc où il est en cowboy là. Ouais. Ouais, Piège en eau trouble. Piège en eau trouble. Piège en eau trouble. À Pittsburgh, quand il est le flic sur la... Ouais. Sur le... Otage, navire, moi, sur je le dis. fleuve. Otage. c'est dans un- Ah, le bâtard. Color of Night. Putain, les mecs, Putain, vous tu êtes vas dans aller ma chercher, zone. Tu vas aller chercher loin. Ah, vous êtes dans ma zone. Ouais, il avait encore des cheveux, ouais. Ah putain, c'est les titres, je perds mes titres là. 5, Non 4. 3. Surrogate là. Comment ça, je sais pas le titre français. C'est bon. Je crois que c'est Surrogate, Surrogate, ouais. L'armée des 12 singes. Ouais, bah oui, logique. 5, 4, 3. Allez, Le stress. 2. Non Putain, je perds sur Bruce Willis. Allez, c'est dead. Allez, c'est dead boy. Sixième sens, Ah, le mais parce que vous chacal, m'avez trop mis le Armageddon. T'es vraiment une merde, hein, il y avait aussi Charlie's Angel, Full Throttle. Oh bah super. Allez, gage à Quentin. Allez, c'était pour laisser. Allez, c'est le gage. Mec, c'est pas moi. C'était pour laisser Soel gagner parce qu'il arrête pas de chanter. Allez, je donne le gage et Quentin va nous Ah, il me faut les chanter. lyrics, hein, par contre. Il va nous chanter Limal, Never Ending Story. Tu l'avais pas déjà fait faire? Non, parce que j'avais refusé. Ok, d'accord. Bon, alors, attends, il me faut les lyrics quelque part là. Ah ouais. Je te donnerai ça. Turn around, look in what you see. Je crois que j'aimerais bien perdre une fois. Je crois que je vais faire exprès parce que je suis chaud de la chanson, moi. Je suis chaud de la chanson. Je suis chaud de la chanson. Allez, ok, c'est parti. Chacun son humiliation. Attention. Giorgio Moroder. Voilà les images. Turn around, look at what you see. In a face, the mirror of your dreams. Make believe in everywhere, giving in the light. Written on the pages is the answers to her never-ending story. Ouais, les cœurs, je peux pas. Hein. Bien, ouais. T'inquiète, je suis un beau gosse du tas. Reach the stars, fly a fantasy. Dreams a dream. And what you will see with... Oh là, j'ai pas réussi là. Ah, ça fait mal, hein. J'ai foiré, merde. C'est bon. Allez, c'est bien, ça Bien se- joué, voilà, bien c'est joué. le gage. C'est C'est bon. the rainbow is the answer to a never-ending story. Merci monsieur, c'est Allez, l'heure de ciao rentrer tout chez le vous. monde, c'était un superbe podcast.
podcast. Allez, ciao, 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 et merci. on se quitte sur Ten Cop 1983. C'est magnifique. Allez, à ciao, à Ciao, plus. ciao, salut. Salut. I look into your eyes and see your intent. So lost without you, I'm lost without you. I need to hold you tight in my arms. Inside the purple aurora of your eyes, I'll never find you again, I'll never find you again. I need you right here in my arms. Oh baby, I can't believe this could be the end. If you could only believe the signals I send. Why don't you listen to what I'm trying to say? Why don't you ever believe in games that we play? Hey baby, come on, just give me a chance. I wanna make sure you know how much you mean to me, but words cannot explain. When looking into those eyes, I falter and realize I'll never fully explain how much you mean to me. These words get lost in your eyes. Oh baby, I can't believe this could be the end. If you could only believe the signals I send. Why don't you listen to what I'm trying to say? Why don't you ever believe in games that we play? Lost in your eyes. Lost in your Swell. Bah allez, Swell. Ah, sérieux, vous allez me faire de la post-prod de malade avec tous les blancs que vous faites là depuis le début. Bah non, je coupe pas, mais ça va me faire de la post-prod de ouf là.